Même pôle sud qui est au pôle sud géographique, elle est plus facilement rejoignable que la station Concordia. Concordia, toutes ces stations là au centre du continent, elles sont à peu près 3000 mètres d'altitude. Donc t'as des difficultés à respirer, t'as des problèmes de pression pour les liquides, les réservoirs, ce genre de choses. T'as des températures extrêmement basses, on est dans le début de la haute atmosphère, je crois. Donc on est en été, on est entre moins 30 à moins 50 degrés, et en hiver, on est en moins 50 pour Concordia à moins 85 degrés. Et là où des rescues, tu vois, d'urgence de santé pourraient être faites sur la station américaine au pôle sud géographique, dans des cas extrêmes et vraiment maîtrisés, donc on parle vraiment d'une fenêtre toute petite, de possibilités, et à Concordia c'est juste impossible. Donc on a vraiment 9 mois d'isolement dans l'année. Total, oui. En fait, tu te pètes une jambe, on fait ça sur le terrain, mais il y a un problème de santé, on règle tout sur le terrain. En fait, on peut pas t'extraire. Voilà. Au sein de l'atmosphère maritime de la cité bretonne de Saint-Malo, Célas Marie-Sainte a émergé d'une jeunesse modeste pour devenir le protagoniste d'un récit plutôt hors du commun. Une fois ses études achevées, son destin a pris une tournure pour le moins inattendue lors d'une soirée au cours de laquelle il a cherché sur Google à dénicher des opportunités singulières, telles que celle de devenir ingénieur sur le continent antarctique auprès de l'Institut Paul-Émile Victor, l'Institut polaire français. Ce plongeon dans l'inconnu l'a propulsé vers des expéditions. Et oui, des expéditions exceptionnelles sur le continent blanc, dévoilant un voyage aussi captivant que mystérieux. Son histoire, à Célas, elle prend vie au gré de 3 campagnes d'hibernation au cours de la décennie passée. Un ballet épique sur le continent antarctique, qui commence sur le mystérieux archipel du Crozet, puis qui continue sur la majestueuse étendue du pôle sud géographique sur une base américaine, tout en passant par la base franco-italienne de Concordia. Célas, vous allez le voir, c'est un conteur des espaces glacés, et il dévoile les coulisses du processus de recrutement, esquissant avec passion le quotidien hors du commun au cœur de ces terres isolées. Il partage aussi, et peut-être surtout même avec authenticité, sa passion dévorante, l'âme vibrante qui le guide. Passionné mais aussi engagé, il a d'ailleurs organisé la toute première marche des fiertés du pôle Sud. Entre les lignes et au cours de notre conversation, vous allez le voir, Célas dévoile la lutte entre l'humain et la nature qui, dans ses confins glacés, oscille entre émerveillement et résistance. À l'aube de sa toute dernière hibernation, il vient de l'annoncer, un ultime voyage de 18 mois vers le pôle Nord, cette fois-ci sur une base allemande, Célas Marie-Sainte nous entraîne dans l'intimité de ces terres polaires où la nature, même dans sa rareté, résonne de sa présence indomptable. Je suis très heureuse de recevoir Célas Marie-Sainte pour commencer l'année 2024 en bonne compagnie avec vous dans French Expat. Alors bienvenue dans ce récit unique d'un explorateur moderne, là où le froid extrême devient le théâtre d'une vie façonnée par la glace et par l'inspiration inaltérable. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Allez, c'est parti, je vous présente Célas. Aujourd'hui, il fait pas hyper froid. Je pense qu'il doit faire un genre de moins 50, moins 60 et en mesuré. Donc sans le vent, et donc j'ai un peu la flemme de m'habiller en fait, donc je vais y aller comme ça dehors, un petit peu en petite culotte quoi, et je vais aller profiter. Et le soleil est en train de se lever. Encore une belle journée. Là, mais il fait pas chaud. Ah là là. Je crois que c'était pas une très bonne idée de sortir dehors. Tout nu comme ça en culotte. En fait, c'était pas une très bonne idée. Ah putain, j'ai envie de mourir. Pour 3 photos quoi.
Salut à tous, je m'appelle Célas, je suis scientifique dans les mondes polaires. Je travaille principalement en Antarctique et pour très bientôt en Arctique, donc c'est un peu la nouvelle exclusive, je n'en ai pas encore parlé à personne. Moi j'ai la chance d'avoir travaillé sur plusieurs différents projets de recherche. De base je suis ingénieur de recherche, donc formé en électronique et informatique, et j'ai été déployé par plein de laboratoires sur des domaines tels que le suivi de colonies de manchots dans les terres australes antarctiques françaises, la gestion d'observatoires sismologiques et géomagnétiques, et puis dernièrement, j'ai géré en Antarctique Les neutrinos. les neutrinos exactement, donc pour les US. Pour l'université du Wisconsin, je travaillais au pôle sud géographique, donc le 3e français à hiverner sur la station pôle sud, et à gérer le plus grand détecteur au monde de neutrinos. Un gros challenge. Et donc une belle expérience, en vrai une belle expérience, et puis étonnamment une expérience beaucoup plus américaine qu'on ne le pense. Parce que tu es sur une base américaine. Ouais, tu te lèves avec eux, tu dors avec eux, dors avec eux, je dormais pas avec eux. Tu manges avec eux. Tu manges avec eux. Non mais en fait, tu sais quand tu immigres et que tu te retrouves dans un autre pays, t'as ton chez toi quand même. Tu rentres le soir. Si tu veux te faire ton pain à la française et tu dis moi j'ai du pain pour demain, tu te fais chier à regarder des petites recettes de croissants pour te refaire à la maison, tu vois, ou un tout le genre, tu vois. Là tu te retrouves non. Le repas c'est eux qui choisissent, c'est les aliments, c'est eux qui te choisissent. On nettoie la station comme eux nettoieraient chez eux aux US. Donc en fait du coup tu te retrouves un peu dans le lit des gens, tu sais, un peu dans leur trousse de toilette, un peu dans tout ça. Et donc t'as plus d'intimité. T'as plus d'intimité, et donc du coup c'est pas comme vivre aux US, c'est plus fort. Moi j'ai trouvé que c'était plus violent sur certains trucs, parce que du coup je pouvais pas dire non les gars, on ne mange pas à 17h30, on mange pas à 18h, on va manger à 19h comme chez moi, tu vois, parce qu'après je rentre chez moi, et voilà. Très bien. Écoute, merci pour cette entrée en matière et bienvenue dans French Expat. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Effectivement, aujourd'hui, donc on va parler d'hivernage, en fait. On va parler de partir vivre dans des conditions extrêmes. On va parler du pôle sud et donc on va parler aussi d'Arctique. J'ai hâte qu'on échange là-dessus. La première fois que t'es partie vivre, c'était quoi ? Vivre... j'ai peur de pas utiliser le bon mot, en fait, dans ce genre de conditions. Alors déjà, je pense que tout le monde se trompe entre le nord et le sud, l'Arctique et les manchots, les pingouins, les ours polaires. La liste, elle est tellement longue, c'est tellement des terrains que tu sais. Donc, alors vas-y, c'est l'heure de la mise à niveau. Arctique nord. Voilà, Arctique c'est nord, Antarctique c'est sud. Ouais. Mais l'Antarctique n'est pas forcément le pôle sud, mais le pôle sud est en Antarctique. Et ben ça c'est très bien. C'est extrêmement rare qu'on me dise ça. C'est genre très bien, franchement. T'as de quoi être fier. Parce que t'as beaucoup de gens, ils disent « Ah, j'ai travaillé au pôle Sud ». Et en fait, si tu prends la carte des gens qui disent ça, ça va des Kerguelen jusqu'au pôle Sud géographique. Mais le pôle Sud, il est qu'à un seul endroit, comme le pôle Nord, il est qu'à un seul endroit. Mais c'est admis dans la pensée populaire et dans le discours populaire de dire « Ah, bah, j'ai un ami qui a été au pôle Sud ». Et en fait, il a été à l'Antarctique, mais c'est la côte de l'Antarctique. On est encore à... Imagine-toi, on est à une distance de 1500 km. Donc 1500 km, si je me trompe pas. Ouais, juste à côté. Juste à côté, 1500 km, c'est quand même très loin, tu vois. Donc c'est pas du tout la même chose. Ouais. Puis à la côte de l'Antarctique, t'as 3 mois de nuit. Au pôle sud géographique, t'as 6 mois de jour, moins 70 degrés. C'est pas du tout la même chose. Et puis t'as des animaux, donc t'as pas d'animaux. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as rien qui vit au pôle sud géographique en fait. Ah bah donc, ouais, en même temps que des températures pareilles. Donc du coup, l'expérience en tant que telle, elle est complètement différente. Pour avoir vécu sur plusieurs stations antarctiques et en plus pour avoir... je suis passé sur, je crois, 9 stations en tout, subantarctique et antarctique. J'ai mis les pieds sur 9 stations. 9 ou 8, je sais jamais. Et en fait, si tu veux, mais l'hivernage, le vécu, tout, l'expérience est différente. En fait. Donc, mais ouais, donc... Arctique, ours, ante, opposé comme anthologie, tout ça, pas d'ours, donc Antarctique. Ah, très bien. Puis les manchots, c'est en Antarctique, et les pingouins, c'est en Bretagne, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. On est sur Océanopolis, j'en ai vu. Exactement. Océanopolis, ce sont des manchots qui ont été pris de... Ah, bah tu vois, voilà, je me suis fait avoir à mon propre piège. Pour les gens qui connaissent pas Océanopolis, c'est le grand aquarium de Brest, d'où je viens, donc un peu de chauvinisme. Du coup, donc, en 2013, tu pars dans cette première expérience aux îles du Crozet, c'est ça ? L'archipel de Crozet, voilà. Donc c'est un tout petit archipel. Ouais. C'est où alors, c'est exactement ? Ça peut paraître fou d'en
parler comme ça parce que ça va être, si je te dis que c'est à la hauteur de l'Afrique du Sud, dans en pleine mer, tu dis, ah non, bah, c'est plus si loin. Parce que c'est un peu ce délire-là. Et en fait, donc, dans l'océan Indien, au plein sud, au bout d'un moment, donc tu dépasses le cercle tropical, le cercle subtropical, et tu arrives au cercle subantarctique, avant de rejoindre le cercle antarctique. Ce sont juste des lignes imaginaires, en fait, qui sont c'est des conventions. En comme fait, les tropiques, exactement, l'équateur, voilà, etc. Exactement, c'est des conventions. Ouais. Et en fait, donc, dans les subantarctiques, tu as 3 archipels qui sont assez connus. Du moins, principalement, on connaît Kerguelen, souvent. Donc Kerguelen, Crozet, et puis Amsterdam-Saint-Paul, qui est une toute petite archipel de 2 îles. Et ce sont des territoires français depuis un bon bout de temps maintenant là-bas. Et puis là-bas, on y hiverne. Donc c'était ma première expérience en 2013. Où là-bas, du coup, j'ai travaillé pour l'Institut polaire français qui travaille, qui est de Brest. Paul-Émile Victor. Voilà, qui est l'IPEF, qui est à Brest. Ouais. Comment, en fait, est-ce que, si tu veux, d'ingénieur informatique, en électronique, enfin, je veux dire, tout le monde part pas vivre des expériences extrêmes comme ça. Comment est-ce que tu t'es retrouvé, en fait, finalement, à embarquer, littéralement, parce que tu vas aussi en bateau, à faire ce genre d'expédition? Je pense qu'en fait, c'est un truc que j'aime de moins en moins, je pense, à en parler. Non pas que je veux pas en parler là. Désolée. Mais c'est juste que... Parce que ça a été un peu un cheminement de vie et c'était un peu une étape de vie sur laquelle je suis passé au-dessus. Mais je viens d'une famille où on a beaucoup galéré, où on galérait beaucoup, plutôt pauvre. Parce que les termes aujourd'hui, on n'aime plus trop les utiliser, donc on dit conditions difficiles. Tu vois. Et donc du coup, non, une famille plutôt pauvre et avec pas trop de possibilités, grandir dans un HLM et tout ça. Et en fait... Dans quel coin de France t'étais? Moi j'avais grandi à Saint-Malo, donc une chance quand même parce que... donc t'es breton. Je suis breton, ouais. Parce qu'en fait du coup c'est plutôt une chance de grandir à Saint-Malo. Saint-Malo en HLM, c'est quand même mieux que, je pense, Cergy-Pontoise en HLM. Je pense que c'est moins difficile quand on a la mer à côté. Et en fait... j'ai eu envie de m'échapper de ça. Alors j'ai eu envie de m'échapper de ça et sur la route, j'ai rencontré de la route de vie, j'ai rencontré des gens formidables, notamment des profs. Des profs qui... Je dirais pas que le système d'éducation m'a fait croire que je pouvais faire des choses, mais j'ai eu quelques profs qui ont vraiment été des catapultes de l'esprit et qui m'ont dit bah vas-y, essaie des choses. Moi j'ai foi en toi. Je pense que tu peux te démerder. Tu peux te démerder à faire des trucs. Et qui m'ont fait comprendre que ça allait être la misère, hein, mais voilà. mais que ça se tentait. Ouais, que ça se tentait en fait. Et qui m'ont jamais trouvé farfelu ce que je racontais. Ça, c'est hyper important. Tu vois, ils ont jamais cru que c'était farfelu. Quand je disais, bah moi un jour, j'irai vivre en Chine, ou j'irai faire tu vois, un gamin qui te dit j'irai vivre en Chine, tu vois, tu le regardes avec des gros yeux. Il y a plein de gens qui disent, tu passeras ton bac, mon chéri, et puis on en discute. Ouais, passe ton bac d'abord, on en parlera. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais que des phrases comme ça, quoi, dans la bouche. Ouais. J'avais genre, un jour, je serai astrophysicien. Je savais pas ce que c'était que le boulot d'astrophysicien. Pour moi, c'était regarder les étoiles et étudier l'univers. Ouais. C'est plus ou moins quand même le taf, mais avec des grosses variantes quand même, beaucoup de maths et de physique. Et en fait, voilà, donc en fait, en rencontrant ces gens-là, au fur et à mesure, j'ai quand même gardé à l'esprit ces gens en tête et je me suis dit, bah, les choses sont faisables. Et sur une partie de ma fin d'études, parce que moi j'ai repris mes études encore après l'Antarctique, je me suis dit, bah, je me faisais chier. Je voulais pas travailler dans une entreprise qui allait m'enfermer dans un bureau et c'était pas ce que je rêvais. Chacun ses rêves, mais moi c'était pas mes rêves. Et je trouvais ça assez dur pour moi. Et du coup, j'ai commencé à taper n'importe quoi dans Google. C'était mon meilleur ami sur la Google, donc j'ai commencé à taper ingénieur Kazakhstan, ingénieur Ukraine, ingénieur Sibérie. Et puis au bout d'un moment, donc en fait, que dans des pays éloignés. Ouais, le délire c'était de partir loin. Et donc du coup, loin, mais là où personne n'allait, déjà. Donc c'était vraiment l'idée. Donc moi je voulais m'extirper de mon endroit, voilà. Donc du coup j'ai commencé à chercher loin. Je suis remonté vers la Sibérie dans mes recherches. Et puis j'ai vu qu'il y avait des choses, mais c'était pas hyper clair. Et puis tu sais, quand t'as la vingtaine, aller postuler sur des jobs à l'étranger, tu sais pas s'il faut des visas, pas de visas, comment on a un visa. Puis on parle d'il y a 14 ans, même plus, tu vois, ou à une époque où on voyageait pas en Ryanair comme ça aujourd'hui. Et donc du coup, là je tape Arctique, bon, il n'y a rien qui ressort. Là je tape électronicien Antarctique, et là il y a une annonce de job qui arrive. Une annonce carrément? Ouais, Institut polaire français. Et là je fais, oh non, c'est fou, c'est quoi ce truc? Et donc moi j'envoie un mail, je suis encore étudiant, est-ce que je peux faire un stage? À cette époque, je pense qu'ils avaient encore le courage de répondre non, on n'offre pas de stage, mais postule dans quelques années. Ah, parce qu'il y avait ils ont beaucoup de contacts maintenant. Aujourd'hui, c'est fou le nombre de personnes qui demandent des stages, alors que il y en a pas du tout. Donc, moi, je sais parce que je reçois beaucoup d'étudiants. Encore la semaine dernière, un étudiant m'a demandé. Donc du coup, ils me disent repostule dans quelques temps, quoi. Et puis du coup, je repostule.
On aurait pu dire que mon profil n'aurait pas accroché, mais comme j'avais fait une année à l'étranger d'Erasmus, donc j'ai fait un stage en Erasmus en Roumanie, et puis ensuite j'ai refait une année Erasmus en Roumanie, donc j'ai pu utiliser la bourse de stagiaire et la bourse d'études, qui étaient deux bourses différentes à l'époque. Donc j'ai fait 1 an et demi en Roumanie, qui est un pays que j'adore beaucoup, que j'affectionne depuis, j'y retourne très souvent, je parle roumain et tout, et en fait, eux, ils ont adoré le fait, cette différence dans mon profil, et ils se sont dit, bah go, quoi, go, on le prend. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri Antarctique, ça a été, je dirais, un chemin, parce qu'à la base, moi, j'avais jamais pensé à l'Antarctique. Ça m'intéressait pas du tout. Genre, les explorateurs, c'était pas mon truc, alors que je viens de la ville des grands explorateurs. Moka, Châteaubriand, Ouais. Surcouf, tu sais, Oui, c'est Jacques clair. Cartier. Ouais. Et non, c'était pas mon truc. Et en fait, bah si, je suis tombé dans la boucle Malouine des explorateurs. Je sais pas si les explorateurs avaient marché sur les traces. Tu n'as pas échappé à tes origines. Ah non, voilà, exactement. Quand tu as annoncé à tes proches que tu allais partir, enfin, d'abord, quand tu as candidaté, est-ce que tu savais que du coup tu partais pour si longtemps, enfin, parce que la première expérience, c'était combien de temps C'était un au an. Creuset? C'était un an. C'était un an. Et en fait. T'en avais conscience quand tu as candidaté, Ouais, tout de suite? ouais. Et ce qui leur a justement pas fait peur à l'Institut Polaire avec moi, parce que c'est vrai, hein, par contre, envoyer des jeunes pendant un an à Pétaouchnok, sans possibilité de rapatriement pendant au moins 9 mois, puis c'est des jeunes, on dit, donc il y a des histoires d'amour compliquées, il y a tout dans le genre, tu sais. Et puis du coup, moi à ce moment-là, en plus, j'avais pas de copains, je crois que j'avais pas de mec à ce moment-là, tu vois. Bref, mais du coup, eux, ce ils avaient vu, c'était bah, pendant les 1 an et demi de Roumanie, je suis pas rentré en France. Et ils se sont dit, bah, il est plutôt sûr, le gars, il sait ce que c'est que de partir sans revenir. Mon été entre la Roumanie et la Roumanie, j'ai un petit été qui serait là. Ouais, oui, du coup. Ouais, je suis parti travailler en Suisse, me faire des sous, et je suis pas rentré en France, tu vois. Et donc du coup, moi dans ma tête, c'était pas du tout un problème. Ça n'a jamais été un problème d'attendre un an, de refaire un an. Et puis mes proches, quand j'ai postulé, ils m'ont quand même dit, bon, oui, t'as postulé, oui. Genre, oui, ça va. C'est comme passe ton bac, quoi. Ouais, exactement, c'est comme passe ton bac. Donc j'ai eu un autre passe ton bac comme ça. Aujourd'hui, ils me font plus le coup. Ils me l'ont fait pendant très longtemps encore après, sur d'autres choses. Ah oui. Et maintenant ils disent oh, le con, il va être pris. Ou alors, tu vois, ou alors, le con, il va se barrer encore, tu vois. Un truc dans le genre. Il y a plein de trucs qui marchent pas, hein, tu sais, des fois, il y a des projets que je fais, ça marche pas. Mais moi, je considère qu'il faut toujours. Tu te lances. Tu sais, les gens, ils font option A, B, C, D. Moi, je fais exactement la même chose, je fais A, B, C, D. Sauf que, au lieu de dire la première, la A, elle est excellente, genre c'est le truc, le dream, tu vois, le rêve de malade. Mais en fait, moi, je mets 4 trucs, c'est des gros rêves. Et en fait, du coup, je me dis, quand à l'entretien, ils disent, mais vous avez des options A, B, C, D? Je dis, ouais, elles sont toutes excellentes. Et laquelle vous choisisseriez? Bah, en fait, ça sera le premier qui vient, parce qu'en vrai, c'est voilà, tous de bons choix, quoi. C'est tous des bons choix. Ouais, c'est des bons choix. Ça ressemble à quoi, du coup, le périple pour se rendre au Creuset? Alors, pour aller à l'archipel Creuset, tu pars de France, tu vas à La Réunion. Donc en avion, au début? En avion, ouais. Et puis ensuite, tu prends un bateau qui s'appelle le Marin du Frêne, qui est le gros bateau qui était affrété pour faire toutes les missions d'océanographie par l'Institut Polaire français et l'Ifremer. Et donc, du coup, tu prends ce bateau-là, tu as 5 à 7 jours de navigation pour arriver à l'archipel de Creuset. Ensuite de ça, le bateau continue, fait 2-3 jours et arrive à Kerguelen. 2-3 jours, arrive à Amsterdam-Saint-Paul, c'est une boucle. Hein. Et ensuite, refait 5 à 7 jours. Ah, donc 2-3 jours entre chaque archipel, c'est quand même pas tout près. Enfin, Non, c'est pas tout près du tout. Ouais. C'est pas tout près du tout. C'est vraiment assez... Et puis attends, la bonne anecdote. On s'est craché avec le bateau quand on est arrivé. Donc on est à côté de l'île. Et pour la petite anecdote, si tu veux, ils avaient décidé de passer par le flanc ouest de l'île. Parce qu'ils voulaient faire un peu de relevé et puis surtout emmener des choses dans les cabanes. Donc on est en 2013 à ce moment-là. Non, en 2012, fin d'année 2012. Et tu peux googler avarie du Marin du Frêne, tu verras. C'est vrai. Il n'y a pas eu de mort, hein, mais on s'est retrouvé donc au large de l'île. Et ils connaissaient mal la bathymétrie, donc toute la cartographie des fonds marins à cet endroit-là.
et on a tapé un haut fond 2 fois. Alors je rentrerai pas dans les détails qui pourraient être un peu trop politiques et je pourrais me faire taper sur les doigts sur ce que j'en pense de pourquoi on a tapé. Sachant que j'étais sur le pont à ce moment-là et que je vois sur la passerelle et donc bref. Mais on a tapé, de l'eau est rentrée dans le bateau et donc tout le monde a dû être évacué sur la station qui avait une capacité d'accueil d'une 50aine de personnes. Et en fait, on s'est retrouvés... donc 50aine, c'est sur le pic, parce que l'hiver se passe à 20. Et donc là, on s'est retrouvés à 150 sur la station, à dormir à 3 dans la chambre, avec des gens qui dorment à l'hôpital. Même au niveau des gestions des stocks de bouffe, j'imagine, parce que vous venez avec des stocks finis, quoi. Exactement, mais c'est exactement ça. On a dû demander après, quand le bateau a été réparé et tout, même de demander à des bateaux de pêche de récupérer sur les autres archipels de la nourriture, de nous la ramener pour Noël. Et donc les autres aussi, comme c'était avant Noël, les autres stations, donc Kerguelen et Amsterdam, n'ont pas eu leur nourriture de Noël. Donc on a dû leur envoyer quand même du foie gras et du champagne par les bateaux de pêche qui passaient par chez nous pour aller chez eux. Et tu sais, des bateaux de pêche, on a 2 dans l'année. Donc en fait là, on était en train de se... faut pas les louper, quoi. Faut pas les louper. Et puis je pense que à l'époque c'était... Bref. Voilà. D'accord. Et cette traversée, vous l'avez fait à quelle saison du coup? Un peu avant Noël? Ouais, on l'a fait en novembre. C'était en novembre. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti justement quand bon, à part l'accident du coup, quand tu as vu l'île, comment tes premiers instants là-bas, qu'est-ce que... Je sais pas, j'imagine que t'as quand même des trucs qui se passent intérieurement, tu te dis waouh, ça va être chez moi là. Alors, moi, ça va être un peu drôle. Peut-être que ça a cassé un peu le rêve. Déjà, t'as l'esprit what the fuck qui se passe. Tu vois, genre, t'as bien sûr cette. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Tout le monde te dit qu'est-ce que tu fous là, quoi. Tout le monde te dit qu'est-ce que je branle ici, quoi. Et je sais pas, c'est là, un gros syndrome de l'imposteur dans un sens. Je pense que beaucoup l'ont en arrivant sur l'île pour la première fois. Et moi, j'avais pas de chance. Je me souviens très bien en plus de ce moment-là particulièrement parce qu'en plus, je fais beaucoup de réactions allergiques et tout ça, même à l'air marin et tout ça. Donc je me mets à pleurer beaucoup. Et donc du coup, tout le monde s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe, Céleste? Toutes les photos de moi que j'ai en fait de cette journée proche de l'île, je pleure, j'arrête pas de pleurer, j'ai les joues rouges et c'est ultra inconfortable. Et en fait. je suis presque défiguré par les larmes qui, finalement, au bout d'un moment, ça te pique, tu vois, ça te fait des rougeurs. Oui. Et donc, moi, c'est moi. Mon souvenir, c'est surtout ça, plus que la romance. Et c'est très inconfortable comme situation. Oui, j'imagine. Voilà. Entre ça et le fait d'arriver à 150 dans la station, c'est un premier jour dont on se souvient. Il y en a qui pleuraient vraiment du crash, en fait. Moi, j'avais quelques collègues parce qu'en fait, il n'y avait pas la peur de couler, mais il y avait quoi que ce soit. De refaire la traversée tu sais, tu pars, tu quittes ta famille pendant un an, tu te retrouves... donc il y a un choc, et donc il y en a certains, c'était un choc. C'est comme ça qu'on arrive, quoi. C'est comme... C'est lourd, quoi. J'imagine. Voilà, ça fait 2 heures que je travaille sur le télescope et je suis tout congelé. Il fait moins 70 degrés et voilà. Comment ça se passe alors du coup cette première année loin de chez toi? Alors tu m'as dit qu'au pôle sud les températures en hiver varient entre moins 50 et moins 70. Là ça ressemble à quoi la météo quand tu arrives ton Noël 2012 du coup si j'ai bien suivi? Crozet, l'archipel Crozet, c'est de la pluie, je crois que c'est 350 jours dans l'année. Ouais. Donc en tant que breton... Qui a dit qu'il pleuvait en Bretagne? Exactement. Donc en tant que breton, c'était pas satisfait de la pluie après en rentrant. Bref, mais donc là t'as des doses de pluie, ils ventent tout le temps, donc t'as quand même du 80 km/h, ça arrive très souvent. Du 100, du 140, t'as pu ressortir de la station. Il y a des règles comme ça. T'as pas d'arbres, c'est que des petites mousses et des lichens. Tu vois des albatros, des manchots. C'est ouessant en fait. C'est ouessant. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'est ouessant.
Non, c'est fou, c'est quelque chose. C'est une claque. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, quand j'avais candidaté, donc pour nous, sur ce poste en particulier, tu as la possibilité donc d'avoir une place soit à Kerguelen, soit à Crozet, soit à Amsterdam, ou sur le continent antarctique, vraiment, le vrai de vrai, sur la station du Mont-Durville. Donc tout le monde du Mont-Durville. Quelques-uns se postent en premier sur Kerguelen. Et à l'époque, un peu filou, franchement, au fond de moi-même, dans mon cœur, je savais qu'il y avait la station franco-italienne où c'était tellement opaque, j'avais aucune idée comment on pouvait aller là-bas, et qu'il y avait d'autres stations en Antarctique. Je m'étais dit, le contrat, c'était un contrat volontaire au service civique, donc en plus payé au lance-pierre. Le contrat VSC, tu pouvais pas le faire plus de tant de temps, et après, pour l'Institut polaire, il te fallait tant de temps pour te réembaucher, donc c'était impossible de le faire 2 fois. Donc en fait, si tu allais à Kerguelen, tu pouvais jamais aller du Mont-Durville, si tu allais du Mont-Durville, tu pouvais jamais aller à Crozet, et ainsi de suite. Donc en fait, moi, c'était stratégique. Il y a eu un tout petit peu de ça. Au tout début, il m'avait pris pour Amsterdam, qui est une île subtropicale, et même plus subantarctique. Donc là, il y a des otarides partout sur cette île-là. Et en fait, moi j'avais un peu boudé, tu vois, quand ils m'ont dit t'es pris là-bas. La RH, elle m'a dit mais tu vas pas venir du coup, vous prenez pas le poste, monsieur? Et je dis je sais pas. Et donc, parce que le calcul était pas un straight shot. C'est Amsterdam, tu vois, c'est sympa aujourd'hui. Je trouverais ça cool, quelqu'un qui part à Amsterdam. Mais c'était subtropical, tu passes ton temps en short et en t-shirt. Le surnom, on les appelle le VVF de France, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on les surnomme là-bas. Donc ils aiment pas du tout ça, ils détestent ça. Et donc voilà, et là je m'étais dit, bon, si tu peux faire les subantarctiques, fais Crozet ou Kerguelen. Du coup, alors mon premier choix au tout début c'était du Mont-Durville, et durant l'entretien, il y en a un qui me dit mais franchement Crozet c'est bien. Et après j'ai réfléchi, je me dis ouais, en fait Crozet tu pourras le voir qu'une fois en fait. Donc si tu fais l'Antarctique d'abord, jamais tu pourras faire les autres. Que après, il y a plein de stations en Antarctique. Tu iras chez des étrangers, tu trouveras un moyen, tu changeras de nationalité. Ah oui, toi c'est impossible n'est pas Célas quoi. Oh bah non, t'as qu'une vie, tu sais. Ouais. T'as qu'une vie. Et alors là, ta mission c'était l'étude des manchots. Là, c'était donc j'étais électronicien pour l'Institut polaire français qui m'a mis à disposition de 10 laboratoires. Et en gros, c'est t'as des compétences en électronique, en informatique. Tu vas te faire former avant de partir sur les missions d'une dizaine de labos. Et tu vas interagir pour eux sur des instruments, des choses. Et dont l'un des programmes de recherche, qui est quand même un très gros programme de recherche, où la France excelle dans ce domaine-là, c'est le suivi de colonies de manchots, de la compréhension de cette population-là, qui est un marqueur du réchauffement climatique et de par ses comportements. Et donc, ils mettent des puces électroniques dans la petite fesse du manchot, et nous, on les suit avec des antennes, un parc d'antennes qui est placé sous le sable, et on essaie de mieux comprendre leurs déplacements terre-mer et ce genre de choses. Ah ouais, non, mais en faisant tes études dans le domaine donc, de l'électronique, etc., j'imagine que tu étais à milieu d'imaginer, de pouvoir anticiper en fait ce type de mission, ce type de métier par la suite. Ah mais totalement. Nous, on nous a formés à comprendre comment fonctionne une radio FM, AM, des trucs de genre, tu vois, c'est les trucs, les TPECTA quand t'es en cours d'électronique. T'apprends des trucs comme la télévision, comment on envoyait des signaux de télévision avant, certains signaux dans les ordinateurs, tout ça. Donc après, c'est des choses que tu retrouves un peu partout, des choses qui se refont facilement, tu vois. Et ça se perd pas parce que c'est retransmis d'une technologie à une autre. Mais non, j'étais à 2 milieux de ça. On s'imaginait plutôt comment fabriquer des micro-ondes et des trucs dans des voitures que de gérer des petites puces embarquées sur des otaries et des éléphants de mer. Tu vois ? C'est dingue. Ouais, bah ouais, c'est clair. On va revenir après sur la vie dans ces conditions un peu extrêmes quand même. Mais finalement, la fin de cette année arrive. Et de ce que je vois, il s'est passé quoi ? 7-8 ans finalement avant que tu repartes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Et est-ce que ça a été évident pour toi tout de suite que tu avais envie de repartir ou... Bah non, c'est totalement un cafouillage. T'imagines même pas, mais t'es jeune étudiant. J'ai pas arrêté mes études en catastrophe, mais plus ou moins avant Crozet. J'ai arrêté plus ou moins mes études en catastrophe. Je me retrouve à partir en Antarctique comme vraiment premier job solide. Et donc je reviens, j'ai cette expérience qui est complètement unique que tu ne peux pas retransposer en métropole. C'est impossible. Donc t'as un bagage qui appartient à
à un continent et à rien d'autre. Et donc, du coup, clairement, tu n'as aucune compétence. T'as zéro Donc compétence. personne, en fait, valorise cette expérience parce que c'est... Oui, non. Alors, les RH, partout où tu postules après, t'as clairement, on te reçoit en entretien juste par curiosité. Alors, j'ai eu décroché un job qui était alimentaire mais bien payé en Bretagne, où en fait ils m'ont dit à l'entretien, je dis mais pourquoi vous m'avez pris à l'entretien, je n'ai aucune compétence, je suis juste intéressé par votre sujet, c'est tout. Moi je leur ai pas dit par contre je postule chez vous alors je sais pas trop quoi faire de ma vie. Ils me disent oh mais non, on a lu Antarctique sur ton CV. Et donc on avait envie de prendre un café avec toi et d'en discuter. Exactement, c'était exactement ça. Des gens ultra sympathiques ultra sympathiques. Bon, au moins ils sont honnêtes. Il y avait marqué Terre australe et Antarctique française, puisque l'archipel de Crozet fait partie de cette dénomination. Et donc du coup, voilà, ils ont eu les yeux qui ont brillé. Et c'est devenu des collègues, je travaillais chez eux après. Mais non, après le retour, tu sais pas trop ce que tu fais. Moi, du coup, j'ai décidé de bosser un peu. Et puis après, je me suis dit, va reprendre tes études. Va reprendre tes études parce qu'en fait, tu te rends compte que aujourd'hui, la situation professionnelle qui est offerte en France, elle est très compliquée quand tu as un bac+3 dans des domaines si techniques. Les bac+3 sont très dévalorisés. Et particulièrement dans la recherche, c'est très sous-payé. Déjà que c'est pas très bien payé la recherche française. Du coup, je me suis dit, mais fais plus d'études pour gratter plus d'opportunités. J'ai jamais couru après l'argent dans le boulot, parce qu'en fait la recherche, je savais très bien que ça payait pas. Très vite, je m'en suis rendu compte. Mais je me suis dit, franchement, reprends tes études, ça va être un peu de la sueur, mais en même temps, t'aimes ce que tu fais. Aujourd'hui, tu as des motivations. Tu sais très bien que ça te plairait d'aller bosser dans le désert d'Atacama sur des radiotélescopes maintenant, comme bosser chez les Chinois pour, pareil, un projet de recherche monstrueux, ou bosser au CERN, l'accélérateur de particules, à la frontière franco-suisse. Et donc, je me suis dit, reprends tes études, parce que là, tu vois qu'il y a du gros maintenant. Il y a du gros qui se joue scientifiquement, et qu'en fait, tu peux... tu t'es fait un premier pas quelque part, avec une belle ligne, à reprendre tes études. Donc j'ai repris mes études. Alors, je dirais pas que j'étais un cancre avant. j'étais pas motivé de la terre. Donc j'étais toujours en milieu de promo, ou juste en dessous le milieu. Quand j'étais motivé, je passais au-dessus du milieu. Mais genre, j'étais toujours dans une tranche du milieu, tu vois. Genre, on va pas quand même sortir de cet écart-là, tu vois. C'était vraiment le concept, tu vois. Mais là, avec un objectif concret, t'étais... Ah, mais là, c'était fou. Tête Du de coup, promo. je suis retourné. Du coup, je suis un peu devenu élitiste à ce moment-là, donc un peu con quand même, je dirais, sur cette partie de ma vie, où je me disais, il faut être le meilleur. Maintenant, t'as compris, il y a que le travail qui te donne. Et ça, c'était un peu toxique. Et donc, j'ai été très dur avec moi. J'en ai même fait un burn-out après. Et donc, j'ai fini deuxième de promo. Dans mon retour, donc j'ai repris une licence 3. J'ai repris un M1 où j'ai fini en deuxième de promo pour les deux. Le M1 s'est bien passé, donc j'ai demandé si je pouvais rentrer dans une école d'ingénieur qui était juste dans la rue d'à côté de mon master. Ils m'ont dit oui, donc j'ai été pris. Et la dernière année, je leur ai dit est-ce que je peux finir mon M2 en même temps que finir l'école d'ingénieur. Donc du coup, j'ai fait un double diplôme, mais pas un double diplôme genre qui est validé que dans une seule école. Non, j'avais vraiment... Non, t'avais les deux cours, les deux cursus. Il y avait quelques le goût du défi, quoi. Mais... Ah ouais, le goût jusqu'au bout, tu vois. Et non, mais et je regrette rien parce que j'ai rencontré des profs magnifiques sur cette expérience d'ailleurs. Moi, j'adore les professeurs. Je trouve que sont des... Il y a des pépites. Je dirais qu'en généralité, on a des très bons profs en France, mais on a quand même, il y a toujours des profs pépites. Et je pense que les profs pépites, il y en a partout, dans tous les pays. Mais moi, j'ai des noms en tête qui me reviennent à chaque fois où je salue ces professeurs qui finalement ont été des tremplins de vie avec juste des phrases, tu vois. Pas nécessairement beaucoup plus, mais juste Quel des phrases. genre? Tu te souviens? T'as des exemples? J'ai pas d'exemple. J'ai des styles de phrases en tête, mais je sais pas comment te dire, mais on va dire que durant mes études, j'ai fait le con des fois. J'ai vraiment fait le con. Et, dans la première partie ou après alors? Dans la première. La deuxième partie, ils ont vu que j'étais devenu quelqu'un. Je dirais, ils me connaissaient pas le Célas d'avant. Donc du coup, ils voyaient qu'un mec ultra sérieux et motivé. Et puis la ligne de l'Antarctique sur le CV, parce qu'ils avaient vu quand même mon CV.
a quand même débloqué beaucoup de portes. Faut avouer que Ouais, quand même, ouais. c'était un méchant défonce-porte pour la suite, quoi. Ouais. Et mais plus, je dirais que moi, c'est mes profs de la première partie des études qui ont été magnifiques, où j'ai fait le con au collège. Je vais pas donner des détails, mais au point de finir en, en conseil de discipline. Et pas pour un truc débile. Pour un truc débile, j'avais fait de mal à personne. Voilà, j'avais mes conseils de discipline pour un truc de débile. Et en fait, j'ai eu une prof d'histoire qui a été merveilleuse, qui littéralement, elle se disait, lui, c'est pas qu'un petit con, et elle a été hyper aidante. Et tu vois, notre prof, je vais te donner un exemple. Mes parents m'ont mis à la porte quand j'avais 17 ans, et juste l'année du bac. Et ça a été pas facile du tout. T'as 17 ans, tu sais pas ce que c'est que la vie active. Moi, je bossais pas à ce moment-là. Je veux dire, je faisais même pas de petits boulots au black ou tout ça, quoi. Et donc, il y avait là, c'était l'année du bac. J'arrivais en cours où de temps en temps, bah, je sortais des cours en pleurant, juste par rapport à ce qui se passait chez moi. La vie était très dure, tu vois. La vie avait été vraiment très dure. Et beaucoup de mes profs de terminale voyaient un gamin à pas récupérer. Franchement, ils voyaient un gamin où il a des difficultés, il est pas sérieux, il fait le con, il rigole en classe. Il montre aucun signe de non-verbal qui montre qu'il a envie de s'en sortir, quoi. C'est un peu l'idée que je pense que 90% des profs de mon lycée en terminale pensaient. J'avais un prof. Et lui, par contre, j'ai un prof qui m'a aidé pour le bac en soutien, qui a été une perle magnifique. J'ai eu un 0 éliminatoire au bac qui était validé. T'as deux types de zéro. T'as le 0 qui est validé médicalement, où t'as eu un pépin de santé. Et donc, du coup, le médecin, voilà, t'as un mot du médecin et tu peux continuer ton bac avec un 0. C'est un 0, il reste, hein, il disparaît pas. Ou alors, tu peux aller en septembre. À l'époque, c'était ça. Ou alors, t'allais en septembre et tu faisais tes épreuves en septembre. Moi, j'avais eu donc ce 0-là. Pas le 0 qui était pas justifié, mais j'avais un 0 qui était justifié. Et ce prof m'a pris par la main, je vais le voir, je pleurais. Pour moi, le bac représentait tellement de choses. Oui, je venais pas trop en cours, mais j'avais des très gros problèmes de famille, tout ça. En plus de ça, j'avais été foutu à la porte. Donc en fait, je vivais même plus chez moi, tu vois. Et en fait, ce prof-là m'a dit, attends, on va s'asseoir. Il a pris une salle de classe et qui était vide. On s'est assis et puis il m'a dit, on est en pleine période de bac, là. T'as fait des épreuves l'année dernière, t'en as fait déjà quelques-unes cette année. On va faire des pronostics. Combien t'as eu l'année dernière? Combien tu penses avoir sur celle où t'as pas eu de résultat cette année? Et comment tu penses te sentir pour les prochaines qui arrivent? Et donc il m'a dit, en fonction de ce qu'on va réussir à estimer du pire et du meilleur, mais on va surtout partir sur le pire de ce que tu imagines avoir, on verra si tu vas au rattrapage ou non, ou si t'as ton bac. Et il me disait, parce qu'en fait, si tu refais une épreuve, tu peux plus aller en septembre. Tu valides la continuité de maintenant. Et donc, on fait les pronostics, il me soutient, il est là, et il me dit, moi, je pense qu'il faut que tu continues, quoi. De part, à l'époque, c'était le début de toutes les émissions post-bac et tout ça. Le site pourri de l'État, là. Oui, comment ça s'appelle je sais plus le nom. Parcoursup, ouais. Parcoursup, la grosse galère qui stresse tous les étudiants et tout. Et donc, du coup, je me retrouve donc à faire les pronostics et tout ça, et on me dit, si tu vas en septembre, ça va être, tu vas devoir repostuler, tu vas arriver en dernière liste et tout ça. On fait les pronostics, et puis les pronostics montrent que je vais soit au rattrapage, ou soit j'ai le bac de rien, quoi. Et du coup, il manquait 30 points au bac. Rien, c'est rien du tout, 30 points. Je l'ai eu, je l'ai pas eu directement, du coup j'ai rattrapage. Et en fait, au rattrapage, j'ai récupéré quasi une mention assez bien, j'étais à quelques pouillèmes de la mention. Et en fait, il m'a fait confiance et c'est grâce à lui que j'ai eu mon bac. En fait, mais il s'appelle comment ce prof? Faut qu'on le salue. Je dirais pas plus que Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul, si tu prof d'électronique. Je dirais pas son nom de famille pour pas outer le nom de famille, mais Jean-Paul, si tu écoutes, c'est sûrement grâce à toi que j'ai pu faire beaucoup de choses après. Bah, c'est incroyable, c'est génial. C'est, tu vois, que me dire quelqu'un qui a cru en ce qu'on beaucoup ont considéré comme un cancre, tu vois. Et il a cherché plus loin, quoi. Il a cherché plus loin. Il s'est pas arrêté à ça. Et après, ça m'a pas empêché de devenir le 3e français à hiverner sur la station américaine au pôle sud géographique, à gérer le plus grand détecteur au monde de neutrinos. Et puis pour une très grande université américaine, avec des chercheurs qui excellent dans leur domaine
en physique des particules de l'astrophysique. Quoi. Ouais, un sacré comeback. C'est génial. Ouais, plutôt. C'est Ouais. génial. Moi, je suis fier de ces gens. Je suis fier de ces gens qui ont une humanité assez monstrueuse. Et ouais, voilà. Bah alors du coup, ça ne me dit pas par contre comment est-ce que tu t'es retrouvé à Concordia en 2020. Ah bah alors après, du coup, j'avais mes études. Et puis bah j'avais mon école d'ingénieur que j'avais terminé, un stage. J'ai bossé après en télédétection spatiale à Toulouse. Pour un joli projet en suivi d'agriculture pour le Vietnam. Des très belles volontés derrière de l'idée d'éviter la spéculation financière sur le riz. Bref, un truc super. Et en fait, du coup, j'ai postulé après à l'Institut polaire français en disant bon bah, est-ce qu'il n'y aurait pas une place, mais cette fois sur la station franco-italienne de Concordia, qui est une station au cœur de l'Antarctique. Il faut s'imaginer que l'Antarctique, il y a à peu près 100 stations en Antarctique. C'est énorme. Et en fait, elles tournent pas toute l'année. Donc, tu as 50 stations qui tournent toute l'année dans l'eau. Donc, en fait, il y en a 50 qui sont vraiment estivales, qui sont là que pour la partie d'été de novembre à février. On réouvre les portes, littéralement. On les referme en partant et on abandonne la station. Et il y en a 50 qui fonctionnent toute l'année. Et dans ces 50, la majorité, elle est sur la péninsule antarctique. C'est le petit bras là, qui est sur la carte, là, qui s'en va jusqu'à l'Amérique latine. Et l'autre majorité, c'est sur les côtes. Et en fait, il ne te reste plus que l'intérieur du continent. Et dans l'intérieur du continent, il y a 3 stations. Il y a 3 stations. C'est très difficile de construire une station. Il y a les Américains au pôle sud géographique, les Russes qui sont au pôle sud géomagnétique, et il y a les Français et les Italiens qui ont décidé dans les années 2000 de construire une station ensemble, parce que seuls, de toute façon, ils n'ont pas le budget. C'est un gouffre financier de maintenir une station dans ces endroits-là. C'est quand même c'est la moitié c'est la gestion de la station franco-italienne de Concordia au centre de l'Antarctique, au cœur du continent. C'est la moitié du budget de l'Institut polaire français pour seulement gérer la moitié de la station, parce que l'autre moitié est gérée par les Italiens. D'accord. Donc c'est une station franco-italienne qui est gérée par 2 pays, la France et l'Italie. Depuis maintenant 20 ans, elle est finie d'être construite. Il y a eu beaucoup de travail de coopération entre les 2 pays pour la construire et pour la maintenir encore. Et c'est l'ISS de l'Antarctique, entre guillemets. ISS, Station Spatiale Internationale. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, Station Spatiale. Et donc, on y passe. Là-bas, c'est très difficile. C'est la station la plus difficile à rejoindre de toutes les stations du continent. Je suis pas sûr que ce soit plus dur que celle des Russes, mais en tout cas, c'est l'une des deux. Ça, c'est sûr, ça se vaut. Même pôle sud, qui est au pôle sud géographique, la station Amundsen Scott, elle est plus facilement rejoignable que la station Concordia. De par le fait que Concordia, toutes ces stations là au centre du continent, les 3 là, elles sont à peu près 3000 mètres d'altitude. Donc, tu as des difficultés à respirer, tu as des problèmes de pression pour les liquides, les réservoirs, ce genre de choses. Tu as des températures extrêmement basses. On est dans le début de la haute atmosphère, je crois. Donc, on est en été, on est entre moins 30 à moins 50 degrés. Et en hiver, entre moins 50 pour Concordia à moins 85 degrés. Donc, on est vraiment sur du froid. Et là où des rescues, tu vois, d'urgence de santé pourraient être faites sur la station américaine au pôle sud géographique, dans des cas extrêmes et vraiment maîtrisés, donc on parle vraiment d'une fenêtre toute petite de possibilités, et à Concordia c'est juste impossible. Donc on a vraiment 9 mois d'isolement dans l'année. Total, oui. En fait, tu te pètes une jambe, on fait ça sur le terrain, mais il y a un problème de santé, on règle tout sur le terrain. En fait, on peut pas t'extraire. Voilà. Et donc je me suis retrouvé là-bas. Bon, aujourd'hui avec Moreno, on part faire des mesures de hauteur de neige. Et donc ça va nous prendre 2 jours. On part en Piston Bully Scout. C'est un tout petit véhicule qui va nous permettre d'aller de piquet en piquet sur tout le site et de transporter le matériel surtout en fait. C'est surtout pour ça qu'on utilise un véhicule.
vous avez des médecins, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est comme les astronautes où vous avez votre mission scientifique et on vous apprend des skills en fait en plus pour pouvoir en fait fonctionner comme une petite société à huis clos, quoi. Oui et non. Alors des trucs on a le temps de faire ça et d'autres trucs on n'a pas le temps de faire ça. Si tu prends l'exemple de la santé, oui, on est formé comme équipe médicale mais sur le terrain. Donc en fait, tu as un médecin parmi les 12 personnes, parce qu'on n'est que 12 sur cette station. Tu as un médecin sur cette station, et lui, durant l'année, ou elle, va nous former à être des infirmiers de secours. Donc on va former 4-5 personnes à être des infirmiers de secours, mais on fera la même chose pour les pompiers, et on fera la même chose pour l'équipe de brancardage. Parce que tu es obligé de séparer tout ça, parce que si tu as un mec à récupérer à 2 km de la station par moins 70 degrés, et que tu brancardes jusque la station à 3000 mètres d'altitude avec des difficultés de respirer, et en fait quand tu arrives sur la station tu donnes tout aux pompiers, quoi. Et c'est pas les pompiers qui s'occupent après, et puis après c'est les infirmiers qui vont s'occuper de tout ça. Et donc oui, t'es formé à ça, mais t'es pas formé au reste de la vie en communauté, tu dois apprendre sur le tas. Il n'y a pas le temps de faire tout ça, ça serait un gouffre. Il n'y a pas d'évaluation psy Si, il y a. Ouais. T'as des bottes à recrutement s'assurer qu'on va tenir le coup. T'as un recrutement classique et puis t'as le recrutement psy aussi, quoi. Et ça, si, t'as ça. Après, tu vois, chaque nation, maintenant, pour avoir été en contact, parce que j'étais en contact avec les Allemands, pour qui je vais partir là prochainement, cette fois au pôle Nord. C'est différent parce que c'est plus facile à vivre quand même, mais les Allemands, les Américains, les Français et les Britanniques, c'est des recrutements que je connais, parce que je les ai tous fait, ceux-là. Et en fait, tous ne décident pas d'avoir d'évaluation psy. Les Américains ont arrêté, par exemple. Non, les Américains disent que c'est inutile et qu'ils ont autant d'erreurs de recrutement que avant. Ouais, avec ou sans, quoi. Ouais. Okay. Et que limite, ils ont un tri plus intéressant. Et les Français conservent ça. Je pense que les Français sont un peu old-fashioned, tu vois, ils sont un peu... ils aiment bien. Moi, je suis pas sûr que... On va dire que tout ce qui se passe en Antarctique reste en Antarctique, mais je peux te dire que non. Il y a beaucoup de choses. On veut des exemples. Il y a des aberrations qui passent. Moi, je vais le dire parce que je pense qu'il faut que ça évolue. Mais allez, on va me taper sur les doigts, mais des prédateurs sexuels, très clairement. La presse, elle en parle. La presse, elle en parle. Il suffit de googler Antarctique ou station française. C'est pas un mystère. Et ça, alors, le problème, c'est qu'on peut avoir l'impression de pointer l'Institut polaire français. Mais c'est deux entités différentes qui gèrent ça. C'est pas du tout l'Institut polaire français qui gère le recrutement psy. Eux, ils recrutent les personnes et ils envoient à un pôle médical qui, eux, s'occupe de faire le tri. De screener, d'accord. Ouais, de screener les gens. Et donc, je ne pointe pas du doigt, je cherche pas du tout à rentrer dans... bien sûr. Non, mais c'est une réalité. Pour dire que, pour avoir vécu et mis les pieds sur plusieurs stations et avoir des amis qui ont été sur d'autres stations, même des stations, j'ai des contacts sur stations chiliennes, stations... Voilà. Et en fait, c'est un très gros problème, ça, dans les milieux polaires. Je sais pas si le harcèlement et les violences sexuelles sont un très gros problème. Et donc, du coup, désolé, mais je ne peux pas dire que un recrutement psy, un screening psy, actuellement une vraie barrière filtre à ça en France. Aux US, ils ont une autre manière de gérer ça et qui est pas si mal. Elle est pas parfaite, parce qu'ils ont des très gros problèmes sur la station aussi. Mais au pôle sud géographique, ils ont une politique, c'est zéro doute. Donc, en fait, il se passe un truc, dehors. En fait, c'est très bien. Ouais, mais en même temps, tu peux pas mettre dehors. Si t'es isolé pendant 9 mois, que tu peux pas repartir. Dehors. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Non, dehors avant le dernier avion. Ouais. Donc, c'est essentiel, en fait, de commencer la mission avant d'être complètement isolé, quoi. Ouais. Alors, c'est ce que font toutes les stations à peu près. Tout le monde commence quelques mois avant, donc dans la partie d'été où tu peux être éjectable et tout ça. D'ailleurs, tout le monde a toujours un peu l'impression que je vais perdre mon poste à ce moment-là, tu vois. Ouais, t'es sur un siège éjectable. Voilà, pour quelle que soit la connerie. Mais les Américains, pour au moins le pôle sud géographique, ils sont moins comme ça sur leurs d'autres stations où il y a moins de risques.
Mais sur le pôle sud géographique, ah ouais, ils veulent pas. C'est une station en plus qui est très médiatique, donc ils ont très peur de l'effet des médias. Et heureusement qu'il y a ça, du coup, parce que sinon il y a peut-être des choses qui n'auraient pas changé. Mais non, ils ont un doute, ça dégage. Et moi j'ai vu des gens qui étaient sur des postes clés et ils nous ont dit vous les aurez pas cette année parce qu'en fait on l'a renvoyé et c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. Donc et puis il y avait pas de doute en fait, ces personnes étaient vraiment des personnes problématiques. Donc voilà, donc on a des recrutements pour psy chez les Français, les Britanniques. Dans mon souvenir, il y en a pas parce que j'avais posé la question, il y a pas d'évaluation. On pourra me rattraper sur ça en me disant que c'était pas vrai et que je me trompe si quelqu'un a l'info, mais quand moi j'ai passé tous mes entretiens et que j'étais pris, voilà, j'avais des entretiens médicaux à passer, mais pas psy. Pour les Allemands, il n'y en a pas. Pour le pôle Nord, pour le pôle Sud, je sais pas. Mais voilà. Et alors, la vie en société à huis clos, comment ça se passe? C'est un espèce de... Pardon pour l'analogie, c'est un espèce de très grand secret story. Alors, j'aime bien parce que là, tu as utilisé deux termes qui sont méga bons, que j'aime bien un peu débunker. Alors, par exemple, côté secret story, je dirais que non, on peut carrément oublier cette image-là. Donc, c'est un bon débunkage, parce qu'au moins, ça permet de déconstruire toute l'idée. Et il y a un autre terme que tu as utilisé, c'est huis clos. Et je sais qu'il va faire très peur quand je vais utiliser ce terme-là, mais je sais pas si tu connais Huis clos de Jean-Paul Sartre, si tu l'as déjà lu. Et la conclusion, c'est l'enfer, c'est les autres. Et, parce qu'en fait, du coup, tout le long, il se dit c'est quoi mon châtiment? Et en fait, c'est le fait de vivre avec les autres. Bon, il y a aussi cette confrontation sexuelle dans Huis clos qui est, voilà, c'est pas celle-là que je veux rentrer dans le sujet, mais juste la tournure de phrase, l'enfer, c'est les autres. Et en fait, la beauté de l'hivernage, c'est les autres. À mes yeux, c'est pas oui, il y a les aurores magnifiques, quand on est sur la côte, il y a les manchots, il y a tout ça. Mais la beauté de l'hivernage, c'est l'équipe avec laquelle on part. Et ça, tu pourras mettre n'importe qui en Antarctique avec une équipe pourrie, avec qui ça s'est mal passé, où tu as eu des stress continuels, il te dira jamais mon hivernage a été magnifique. Et dire c'était compliqué, moi c'était un peu dur. C'est toujours des phrases qui sont un peu modérées comme ça, parce qu'il faut toujours romancer. Hein. Tu peux pas dire que l'hivernage a été atroce. C'est tellement un truc, puis il y a le complexe de l'aventurier qui est parti et qui n'a pas réussi sa mission. Donc du coup, il faut toujours un peu romancer les choses. Donc quand c'était très mal passé, les gens ils vont dire c'était dur, c'était compliqué. Et en fait, quand ça s'est très bien passé, ils vont te dire que c'était merveilleux. Donc en fait, t'as souvent, voilà, l'enfer c'est les autres, c'est vrai. C'est très vrai là-bas. Et moi j'adore cette phrase, je sais qu'à chaque fois on me dit wow, t'es très fort là, comme t'es dur. T'es dur, ouais. Ouais, t'es dur avec tes propos. Mais en même temps, l'hivernage, c'est le paradis, c'est les autres en fait. C'est eux qui te permettent d'apprécier les aurores. Tu peux pas apprécier les aurores et les manchots si t'as pas des bons camarades avec qui partir et avec qui ça s'est bien passé. Et donc l'hivernage, ouais, c'est une grosse famille. Quand on fait plusieurs, c'est un peu différent, tu vois un peu t'as une vision un peu peut-être moins romancée de cette famille, mais sur mes deux premiers surtout, Crozet et Concordia, ouais, c'était cet esprit famille, et particulièrement Concordia. Je dirais peut-être même moins Crozet, mais Concordia, où là t'es à 12, enfermé dans 2 silos, au milieu de l'Antarctique, c'est le pitch d'un film de science-fiction, tu vois. Et donc là t'es vraiment, moi mes camarades, j'ai eu des très bons camarades à femmes et hommes à Crozet, mais Concordia, c'était juste parfait, quoi. Alors il y a des couacs. Je dis pas que je me suis entendu avec tout le monde tout le temps, ainsi de suite et tout, et vice versa, que les gens. C'est la vie normale, quoi. C'est la vie normale, mais tu t'assois avec des frères et sœurs à table tout le temps, des cousins, des cousines, et puis, ah ouais, c'est des liens si forts, quoi. Ouais, bien sûr. C'est des gens qui te voient pleurer. Le fait d'être enfermés ensemble aussi, j'imagine que les liens se développent encore plus vite finalement que si c'était, j'allais dire, dans la vraie vie. Si c'était à Saint-Malo, à Paris. Tu rentres pas en profondeur dans la relation aussi vite et pas de la même manière, j'imagine. Tu connais tous les faits et gestes de tout le monde. En fait, genre, tu arrives dans une pièce et il y a deux tasses qui ont été déplacées. Tu peux savoir qui les a déplacées. Là, tu fais... c'est Martin qui a déplacé celle-là, et tout à l'heure il y avait Héloïse qui était dans cette pièce, et mes collègues ils me reconnaissaient à la manière dont je marche dans le couloir, ils savaient que de telle heure à telle heure je devais peut-être être grognon ou pas, plein de choses, je veux dire, et ça c'est des petites choses, mais
j'ai perdu un proche durant mon deuxième hivernage, donc à Concordia. Et une collègue, elle m'a vu dans le couloir. Et en fait, directement, elle a tendu les bras et puis elle me fait, viens là. J'ai compris. Elle m'a dit, j'ai compris. Elle m'a même pas dit, t'as perdu un tel, ainsi de suite, et tout ça. Elle me dit, je sais ce qui se passe. Et en discutant après avec elle, elle savait ce qui s'était passé. Il y avait aucun doute. Et en fait, c'est pas de la télépathie, hein. C'est vraiment genre juste, on se connaît tellement bien qu'on sait comment on va réagir. Et comment on va réagir, mais comment on réagit à des choses extrêmement imprévues. Et voilà. Mais tout comme tu sais, on se connaît pas à l'extérieur. Et ça, quand on part de la station, il faut se réapprendre à se connaître à l'extérieur. À se connaître soi-même, tu veux dire, non, ça c'est encore une autre thématique, mais à connaître les autres. Il y a des fois, tu te revois et puis tu dis, un exemple, le rapport à l'argent. Pendant un an, tu touches pas, l'argent arrive sur ton compte, mais tu fais pas d'achat, tu fais pas de dépenses, tu gères même pas tes comptes, parce que de toute façon, comme il y a tout qui rentre sur ton compte, t'as plus de dépenses alimentaires, plus de dépenses de loyer, plus de dépenses de tout ça, donc il y a pas de souci d'argent pendant un an. Et donc tu reviens, par exemple, tu fais un resto, tout le monde peut payer, c'est sûr, avec les copains d'hivernage, mais par exemple, tu passes un peu de temps avec un, et tu te rends compte peut-être que, tiens, il y en a un qui est radin, quoi, tu vois. Et quand, en fait, tu t'es dit, je l'ai jamais trop imaginé comme ça, tu vois. Ah bah oui. Et c'est des choses que, du coup, tu peux pas te confronter à ça, parce que ça n'arrive pas, voilà. Ou alors, le fait que l'un soit jamais à l'heure sur la station, c'est pas un problème. Par contre, l'un qui loupe son train, parce que ça, c'est moi, tu vois, par exemple. C'est vrai. Et ça agace, tu vois. Je dis, on devait se rejoindre, mais t'as loupé ton train. Je te connais bien, quoi. Mais là, ça m'agace, tu vois. Je pense à un exemple en particulier. Les liens restent aussi forts une fois qu'on réintègre la vie entre guillemets normale. Je dirais, moi, j'ai jamais été étonné des gens avec qui j'ai gardé uniquement un lien après l'hivernage. De mon premier hivernage, j'ai 2 amis que j'aimerais vraiment voir plus souvent, que je vois pas assez souvent, et pourtant on n'est pas très très loin, tu vois, en termes de situation géographique. Et en fait, eux aussi ils aimeraient bien me voir. Et c'est juste la vie. Et on sait, tu vois, il y en a un des deux. L'une, je la recroise de temps en temps. Puis d'ailleurs, tu vois, elle a écrit un bouquin sur l'Antarctique il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'étais l'acheter et puis on discute sur WhatsApp et tout. Et l'autre, on s'était pas vu depuis très longtemps et on s'est revu justement à l'anniversaire du coup de celui qui a écrit le bouquin il n'y a pas très longtemps. Et on s'est tombé dans les bras, tu vois. Et mon cœur pleurait littéralement. Mon cœur pleurait. C'est quelqu'un que j'adore et ça changera pas. Et donc non, moi je pense que quand on s'est aimé sur la glace, on s'aimera encore après. Mais quand c'est du vrai amour, tu vois, pas juste de l'amour avec de l'ambiguïté, genre tu m'as quand même bien cassé les pieds. Tu vois. Ah, c'est beau. Bon, on est arrivé hier, première nuit ici, et j'ai un peu cette impression de pas trop être parti quand même. En fait, je suis resté entre les 2 hivernages, entre la dernière fois où j'étais en Antarctique et aujourd'hui, je suis resté que 8 mois en France à peu près. Donc j'ai pas réellement quitté le territoire antarctique. Je suis très content, je suis très très content. J'ai l'impression d'être rentré chez moi. J'allais te demander, c'est quoi les trucs qui t'ont manqué le plus pendant du coup ces 3 années que tu as fait en Antarctique, puisqu'il y a la 3e, on va en parler dans quelques instants. J'ai entendu, je crois que tu as fait une interview radio, je crois que j'entendais, où tu parlais de la bouffe et tu disais que la bouffe sur la station américaine, ça n'a quand même rien à voir avec la station franco-italienne, où c'est quand même un autre niveau. Ah ouais, c'est un autre level. Ah mais oui, c'est un autre level. Alors j'ai remarqué que... Alors, je peux pas tout dire parce que je vais mettre des gens à dos. Mais, c'est pas le but. C'est pas le but. Alors, non, sur les stations françaises, même si des fois on boude, on n'est pas content de dire « Ah, t'as vu ce qu'on mange encore aujourd'hui ?» parce que ça aime bien se plaindre.
Mais Bah bien sûr, ça fait partie du jeu. bah oui. Mais non, sur les stations françaises, on mange bien. Pour avoir été sur d'autres stations, sur les stations françaises, on mange bien. Et sur les stations italiennes aussi, on mange très bien aussi. Sur les stations américaines, mais quelle horreur, quoi. Quelle horreur, quoi. Non, je suis désolé, hein. Franchement, à tous les expats qui sont aux États-Unis, qui nous écoutent actuellement, je ne vous comprends pas. Juste pour ça, je ne vous Ou comprends alors pas. t'es en pleine... tu nous admires. Parce que... Ah, mais ça, oui. Alors là, je vous admire. Je vous admire. Mais moi, pizza, toast et pommes de terre le matin sautées. Toast, c'est des croque-monsieur, pizza, pommes de terre sautées. Et on est proche même du hot dog de temps en temps au petit déjeuner. Voilà. Puis avec glace au micro-ondes. Alors j'ai découvert ce que c'était aussi qu'un float. Boule de glace dans de la bière ou boule dans de glace le dans un soda. coca ou dans le... Ah mon Dieu, mais ils m'ont regardé, mes collègues américains. Root beer float. Ouais. Ah ouais, je m'assois et je vois mon collègue américain, il s'assoit en face de moi. Avec une boule de glace. Ah, il vient avec une boule de glace dans sa tasse. Moi, je savais pas ce que c'était. Et il vient avec sa boule de glace là. Et puis il a une bière en face de lui. Puis clac, il ouvre la bière et puis il verse la bière et je me dis, ah bah la glace, elle devait être dégueulasse. Ah oui, parce que petite anecdote, toutes les glaces au pôle sud géographique sur la station Amundsen Scott ont le goût de fuel, puisqu'elles ont été entreposées à côté du fuel. Et comme ils en ont entreposé beaucoup, et donc on mange littéralement des glaces au goût fuel. Moi, j'y arrive pas, mais beaucoup d'Américains peuvent, apparemment, parce qu'elles descendent quand même, voilà. Et donc du coup, moi je me dis, bah, ça doit être une glace au fuel, quoi, elle doit pas être bonne, Et là, je le vois plonger. C'est pour ça qu'il met de la bière dessus. Bah, il met sa bière dessus. La bière était dégueulasse. Je sais pas, plein de choses sont pas très bonnes, tu sais, d'un point de vue culinaire sur la station Amundsen Scott. Et donc, du coup, je me dis, bah, allez, go, quoi. Et là, je le vois plonger une cuillère dedans. Je dis, mais non, tu fais quoi, là? Hé, Jean-Michel. C'est vraiment ce que je me suis dit. Donc, et ça, c'est plusieurs fois. J'ai des copains qui ont fait des bols de chips et soupe. Voilà, donc des chips, tu vois, Vico, tu vois, un gros. Et puis là, il verse sa soupe devant moi. Tous les autres éclatent de rire en voyant ma gueule se décomposer. Je dis, mais non. Un autre collègue, on mange très tard tous ensemble, et puis il se pose à table, et puis il a un bol de curly, alors même pas des curly, parce que s'ils avaient des curly, mon Dieu, ça serait déjà un level up. Et là, il mange son bol de curly, là, de gâteau apéro, et je dis, c'est ton entrée, t'es en décalage en ce moment, t'es en apéro, ou tu... Et il me dit, non, c'est mon repas, j'ai juste une petite faim d'un bol d'apéro, de gâteau apéro. Et donc... j'aime bien les pizzas, j'aime bien tout ça, hein, mais en fait, du coup, j'ai compris qu'on n'avait pas du tout la même culture. Et un jour, j'ai un collègue, il me dit, mais Célas, t'as pas le même rapport à la bouffe. J'avais un Italien qui était sur la station et tout, hein, aussi. Et l'Italien, bref, le collègue nous a dit, tous les deux, vous avez pas le même rapport dans vos pays. Vous avez des prétentions culinaires qui sont plus hautes que les nôtres, parce que vous mangez déjà des brocolis quand vous êtes petit. Nous, ici, burger soup, c'est une soupe. Il y a eu burger soup un jour, hein, donc j'ai pété un câble à ce moment-là. J'ai fait, moi, je rentre au labo, j'en ai marre. Mais alors, parce que vous partez quand vous allez fermer là, pour 9 mois, que vous êtes complètement bloqué. Vous avez des stocks de nourriture, mais effectivement, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas d'animaux qui peuvent vivre par -50, a priori, il n'y a pas grand-chose qui pousse non plus. Enfin, comment est-ce que vous faites pour avoir, je sais pas, des légumes, des fruits, des trucs frais? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est que du congelé? Comment ça se passe? Faut savoir qu'en Antarctique, on n'a pas le droit d'apporter du vivant, déjà. Il y a le traité de l'Antarctique, il y a une convention qui s'est rajoutée au traité de l'Antarctique qui interdit ce genre de choses. Quand il a été signé au tout début, il y avait, les gens amenaient des chiens, peut-être même des chats sur certaines stations, des plantes, ce genre de choses. Et puis un jour, on s'est dit, bah ouais, mais si un jour on a un truc qui pullule sur la côte, où c'est un peu plus clément, ou sur la péninsule antarctique, où c'est encore plus clément, où il y a même de la pluie, donc tu pourras avoir des plantes qui pullulent là-bas, ou des invertébrés, vu que c'est amené dans des légumes. Donc, il va falloir tu vas changer complètement l'écosystème, quoi. Exactement. Ouais. Donc, il va falloir qu'on contrôle ça. Donc, ils ont interdit tout ce qui était vivant et qui pouvait poser des problèmes. Et donc, on n'a plus le droit d'emmener que des produits congelés, des produits secs, donc en sachet, mais aussi des produits frais très contrôlés avant, donc limités. Donc, on ne peut pas emmener des choses qui sont en train de pousser, quoi, si tu veux. Donc, on peut emmener des pommes de terre, des choux, mais on ne peut pas emmener un pied de basilic vivant.
Voilà, c'est interdit. D'accord. Et donc, Même en les faisant pousser genre sous serre ou des trucs, et ben justement, c'est pas possible. et là c'est la combine. C'est la combine plus ou moins. C'est compliqué d'en parler comme ça, c'est un peu sensible, mais mais en gros, si tu veux, tu as le droit de monter un projet de recherche encadré avec un protocole qui respecte des choses. Et donc du coup, oui, et que tu vois venir le truc. Et donc il y a quelques... Donc d'un coup, t'es devenu botaniste. D'un coup, la station se transforme en une grande jardinerie, non, avec un espace bien particulier. Donc il y a quelques stations en Antarctique qui ont l'exclusivité et la chance d'avoir développé un protocole de recherche avec des grandes universités ou avec l'Agence spatiale européenne, par exemple. Sur la station Neumayer, la station allemande, a développé une serre qu'ils ont démonté. Ils ont respecté les règles en or. Ils l'ont démonté cette année. Ils ont fait ça. Ils ont fait du super boulot. Donc l'idée était d'avoir une serre et d'étudier le fait de jardiner dans des conditions extrêmes, isolées, l'impact aussi sur les hivernants dans des milieux isolés, puisque du coup sur la Lune ils font la même chose. Par exemple, l'Agence spatiale européenne nous étudiait sur notre microbiote, donc ils prélevaient littéralement notre caca une fois par mois pour étudier le microbiote et voir comment on était impacté par le fait de manger que des produits congelés, secs et ainsi de suite. Donc nous, à Concordia, sur la station, on n'a pas de serre. Par contre, la station Pôle Sud a une petite serre. Alors, une serre qui produit majoritairement du basilic et du kale et du persil. Donc en fait, les feuillus, c'est bien, mais croquer dans une bonne pomme de terre et une pomme, c'est quand même différent. Donc ça a un impact positif, mais en fonction de ce que tu plantes, la redondance aussi apporte une certaine tristesse à la fin de l'année. Je pense qu'à part ceux qui travaillaient dans la serre, vraiment, qui avaient vraiment cette envie, je pense pas que le fait de faire pousser du kale toute l'année avait un impact positif sur la mentalité globale de l'hivernage. Je pense qu'il aurait fallu une très grosse serre avec beaucoup de diversité alimentaire. Et puis ça, faut ajouter un autre truc. Moi, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu dur, mais les Américains s'en foutent des légumes. On va dire la vérité, ils s'en foutent vraiment des légumes. Des vrais légumes, c'est des pommes de terre. On est un peu dans le cliché, là, dis donc. Ah bah, moi, je l'ai trouvé pour avoir vécu un an. En tout cas, peut-être les tiens. Ouais, d'accord. Alors, les miens, alors, j'avais des copains aux US qui s'en foutaient pas, mais la majorité avec qui je vivais aux US, à Pôle Sud, qui était quand même un spectre très large. Il n'y avait pas que des scientos, il n'y avait pas que des scientifiques, il y avait des techniques et tout ça. Il y avait quand même un grand panel. Et d'ailleurs aussi un ratio homme-femme beaucoup plus grand que sur les autres stations, ce qui est une très bonne chose. Et en fait, du coup, des produits qu'on avait de la serre, même moi à la fin, on était un peu blasé d'avoir toujours du kale et du persil, quoi. Donc je pense qu'il faut une très grande diversité. Et puis, je pense que généraliser sur toutes les stations sont pareilles. Je pense que non, parce qu'en fait, la culture du pays, par exemple, les Italiens, ça peut paraître cliché, mais si tu ne fais pas des pâtes au moins 2 fois dans la semaine, ou au moins une fois, qui pour moi je mange jamais de pâtes, et c'est très très compliqué pour les Italiens. Ah mais oui, vraiment. Mais c'est pas dans le cliché négatif, c'est par exemple les Français, si tu fais pas une raclette au moins dans le trimestre quand t'es en Antarctique, ou une fondue ou un truc dans le genre, ça boude. Il te faut de la raclette, il te faut de la fondue, il te faut des galettes et des crêpes. On a des galetiers Krampus sur la station Concordia. Génial. Tu vois, moi je suis venu avec mes galetiers sur la station Pôle Sud américaine, tu vois. Donc en fait, je dis bon, si on fait pas une raclette une fois tous les par trimestre, mais c'est plutôt dans le sens où si on fait pas des plats bien de chez nous, et puis et donc du coup il y a des ça rajoute au confort en fait. J'imagine que ça fait que tu te sens aussi un peu chez toi, que totalement. Et on peut s'adapter à plein de choses, mais j'ai un collègue qui est indien par exemple, et lui il me disait moi dans ma région on mange beaucoup de légumes, beaucoup plus que chez vous en France, beaucoup plus que toi, je sens c'est là ce que tu en as besoin. C'est encore un autre ratio, donc en fait on n'est pas impacté de la même manière. Et par contre je pense sérieusement maintenant que mal manger a littéralement un impact sur ton cerveau. Et vraiment, c'est cette idée du microbiote qui t'impacte. Parce que pour avoir maintenant mangé que des conserves et des produits très gras sur la station Amundsen Scott, ça c'était vraiment très dur, quoi. J'avais un moral des fois dans les chaussettes, juste pour le repas. Que t'avais pas eu sur d'autres missions, quoi. Non, et je parle juste pas du repas où t'arrives, où t'aimes pas le menu. Je parle vraiment de quelque chose qui au bout d'un moment devenait un peu constant. Et je me disais, mais d'où ça vient, quoi? D'où ça vient en fait, tu te sens ballonné tout le temps. Les fameuses brûlures d'estomac, tout ça, et ainsi de suite, que j'avais jamais en fait dans ma vie avant, quoi. C'est dingue.
Et comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de votre santé? Enfin, on a parlé, donc il y a des médecins sur base, on parlait d'alimentation. Vous pouvez pas, enfin, je veux dire, au pôle Sud, c'est là que tu as moins d'ozone aussi. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas passer votre vie dehors. Il y a les températures et puis il y a les rayons. Enfin, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on s'entretient finalement? Alors, déjà, toutes les stations ont plus ou moins une salle de sport. Sauf si vous m'écoutez, les Russes de la station Vostok. Sauf eux, la station Vostok, ils n'ont pas de salle de sport. Non, mais c'est une très vieille station. Elle date de 1957, elle n'a jamais été rénovée. Et ils ont quelques haltères dans un couloir et puis ils font des trucs dans leur chambre. C'est une station qui est très très dure à vivre. Et on est un peu sur l'image du goulag, hein, vraiment. J'ai un copain qui est hiverné là-bas, il m'a dit c'est quand même... voilà. Les toilettes, ce sont des seaux. Ouais, la vache, enfin, je veux dire, pour une semaine, je veux bien, mais pour non, c'est plusieurs mois, c'est compliqué. Vostok, c'est Et donc, du coup, déjà, toutes les stations ont des salles de sport, normalement. Et donc, beaucoup de gens en profitent. Beaucoup de gens même se mettent à faire du sport. Ça, c'est pas mal. D'accord. Vraiment, c'est un truc... Ouais. Beaucoup de stations ont des saunas ou des bains norvégiens. Donc, les Norvégiens ont un bain norvégien. Sympa. Je sais pas si les Suédois, sur leur station estivale, ont ça. Mais... Mais sinon, les saunas sont très présents sur les stations. D'accord. Vraiment. Pour les stations subantarctiques, je crois pas. Mais les stations antarctiques, oui. Il y a la station antarctique, il y a vraiment... McMurdo, par exemple, qui est la plus grosse station de l'Antarctique, a bien, je pense, 6-8 saunas, je pense, sur sa station. Okay. En plus de ça, pour s'entretenir au niveau alimentaire, il y en a beaucoup qui amènent de la nourriture de chez eux. Des petits trucs, mais c'est plutôt du confort mental qu'autre chose. Pour la santé, il y a le médecin, sinon, sur la station, s'il arrive un pépin. Et puis, pour la santé psychiatrique et psychologique, alors les stations françaises, je sais pas comment c'est vraiment, à quel point c'est solide, mais maintenant, mais sur mon année en 2020, essayait de mettre en place des discussions avec des psychologues. Il y a des psys sur place ou non. C'est en ligne du coup? Non, tu peux pas parce que de toute façon, ça serait conflictuel. Tu hivernerais avec quelqu'un avec qui tu dois te confier. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, imagine-toi, mettons, le psy ou la psy est un prédateur sexuel. Tu dois te confier. Tu vois ce que je veux dire, on est un peu dans... Gros conflit d'intérêts. Voilà. Donc, du coup, non, en dehors de la station. Donc, là, les Français, en 2020, organisaient 3 conférences audio, des calls avec les psys. Alors, c'était pas toujours respecté. Mais dans l'idée c'était ça, donc je sais pas à quel point c'est devenu plus solide. Les Américains ont des antennes que l'on peut appeler, voilà. Donc sur la santé mentale, c'est ça. Sur la santé sexuelle, on est toutes les stations que je connais pour l'instant font passer tests IST avant, donc toutes les infections sexuellement transmissibles, et puis test de grossesse aussi pour les femmes avant de commencer l'hivernage. Et sur la station, donc il y a des capotes qui sont mises à disposition un peu partout sur la station pour éviter qu'il y ait de grossesse. Voilà. Et puis t'es pas aussi à risque qu'il y ait quand même quelqu'un qui ait une IST à la dernière minute, parce que tes tests médicaux, tu les fais quelques mois avant de partir. Donc voilà, quelqu'un qui chope un truc genre la veille ou un mois avant, ouais, c'est pas impossible. J'ai une question par rapport à la nature. Est-ce que ton rapport à la nature a évolué justement au cours, tu vois, de ces 3 hivernages parce que, ok, tu vis en station, mais t'es isolé de tout. Quel est ton rapport à la nature et comment est-ce qu'il a évolué du coup au cours des 10 dernières années du coup, puisque tu as commencé en 2013? Ça a tellement changé. J'étais déjà très sensibilisé. J'étais un jeune très sensibilisé au sujet. Avant de partir en hivernage la première fois. Quand je suis rentré, c'était une claque, quoi, dans le sens où c'était l'un des sujets les plus importants de ma vie, dans le sens où dans mon quotidien, dans la manière dont l'envie de préserver ce qu'il y a. Puis tu sais, quand tu vis à Crozet, Kerguelen et Amsterdam, t'es au pied des changements climatiques, dans le sens où t'es sur des populations d'animaux et de végétaux qui sont étudiées pour ces raisons-là. Qui sont étudiées parce que, d'une manière ou d'une autre, elles font partie des changements climatiques
Il y a un impact de réchauffement climatique, il y a un impact de polluants, il y a un impact de tout ça. Et en fait, après, pour moi, 2020, quand je suis parti sur la station franco-italienne, là, c'est une année sans rien, sans nature. Donc on se retrouve complètement à l'opposé. Donc on est dans un endroit à forte naturalité, à Crozet, où tu sors de chez toi à 10 minutes, t'as 300 000 manchots dans une manchotière, t'as des orques qui passent de novembre à mars, tu vas aider des copains biologistes à vérifier des albatros, donc faut que tu les tiennes pendant qu'ils vérifient un ou deux trucs sur l'albatros. Donc tu tiens quand même le plus grand oiseau au monde, ou le deuxième je crois après le condor, ou un truc dans le genre, dans tes bras. Tu vas, pour ceux de Kerguelen, ils vont aider à choper des éléphants de mer pour leur mettre des balises au-dessus de la tête pour voir leurs déplacements et mieux les comprendre. Et en fait, tu te dis, waouh, t'es un endroit à forte naturalité, et d'un coup, tu te retrouves à Concordia, un endroit à zéro naturalité. Alors, il y a eu un grand débat avec un collègue à moi sur Concordia. Moi, je lui disais, Concordia, c'est pas la nature. Il me dit, mais comment ça, c'est pas la nature? Il me dit, c'est la nature, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je dis, pour moi, Concordia, c'est pas la nature, dans le sens où il n'y a pas de vivant. Est-ce que si c'était sur la Lune, tu te dirais, c'est la nature? Il n'y a même pas de bactéries, il n'y a même pas de marécage, tu vois, boueux avec des bactéries. Il n'y a pas de vie, il y a zéro vie. Donc en fait, tu es la seule vie, tu es le seul vivant en fait. Et même nous, si on va dans cet endroit, on meurt, et tout ce qui est sur nous, toute bactérie, tout acarien, tout ça va aussi mourir directement. Et c'est même pas, ça peut vivre encore sur ton cadavre et faire un microsystème et tout le reste, quoi. Non. Donc, on se retrouve dans un endroit avec justement une naturalité monstrueuse, et de l'autre côté, avec des éléments naturels monstrueux aussi. On a la mer, tout ça. Et on a de l'autre côté Concordia, qui est d'un calme parfait. Bon, t'as quelques petites tempêtes de neige, quelques petites tempêtes de vent, parce que t'as pas beaucoup de tempêtes de neige en soi, mais quelques tempêtes de vent et tout ça. Et en fait, avec rien d'autre qui se passe. Il pleut pas, il n'y a pas d'orage, il y a quasi pas de nuages. Quand il y a des nuages, c'est une couverture nuageuse. Donc on parle d'un bandeau qui s'installe, un lit de nuageux et épais qui s'installe partout. Mais t'as pas de cumulonimbus, t'as pas de tout ça, donc tu vois pas de forme dans le ciel. Et donc, le vivant n'est pas là. Et donc, quand tu quittes le vivant pendant 1 an et que tu reviens, c'est juste fou, en fait. C'est le choc. Ah ouais, c'est le choc. La pluie. Mais la pluie, mais moi j'adore la pluie. J'adore la pluie. Je rigole pas, j'adore vraiment la pluie. La pluie me manquait. Tu te sens vivant. Copine qui me dessinait de la pluie sur les petits papiers, et qui me donnait de la pluie à Concordia comme ça, qui me jetait un peu d'eau dans les couloirs en disant tiens, c'est de la pluie, quoi. Toi, tu fais du vélo sous la pluie là. Et le vivant est important, et ça t'amène un peu à d'autres réflexions. Il y a une réflexion un peu plus profonde qui, je pense qu'elle est née à Concordia, et je pense qu'elle a mûri à Pôle Sud. J'ai commencé à me rendre compte, tu sais, j'ai une course au bonheur toute ma vie, un peu par ces éléments de vie que j'essayais de vivre, qui étaient un peu extraordinaires. Et certains courent après l'amour, moi je courais un peu après les expériences de vie folle. Et au bout d'un moment, je me suis assis à Pôle Sud sur la glace, et je me suis dit, mais t'es heureux. Et en fait, ça a été très profond, c'était vraiment un sentiment de profondeur. Je me suis dit, est-ce que t'es heureux à cause de Pôle Sud? Est-ce que t'es heureux par rapport à ce que t'as vécu? Est-ce que t'es heureux? Et en fait, je me suis dit, non, je suis juste heureux. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis dit, je suis heureux dans le rien. En fait, je suis assis, là, à moins 50, sur de la glace à moins 50 degrés. Et en fait, il n'y a rien autour de moi. J'ai ma musique dans les oreilles, pleine nuit polaire. J'aimais bien m'éloigner à un peu de marche de la station pour qu'on puisse pas me voir. Et puis moi, c'est être un peu décalé, être un peu dans mon Profiter. Ouais. Et en fait, je me suis dit, comment tu peux être heureux là, assis dans le rien, quoi. T'es dans le rien. Donc en fait, du coup, le bonheur, il vient vraiment de ce que toi tu ressens. Et que finalement, de ton intérieur. On peut vraiment être heureux avec soi-même. Ça veut pas dire ne plus chercher l'amour, ne plus rechercher des plaisirs de la vie, ne plus rechercher la joie, ne plus rechercher toutes ces bonnes choses que chaque jour nous apporte. Et c'est juste, je me suis dit, waouh, tu peux être heureux dans le rien, quoi. Donc en fait, maintenant, tout est un ajout. Tout est un ajout. Je sais pas si c'est ce que les gens ressentent quand ils vivent une expérience de mort imminente, c'est qu'après chaque jour de plus, c'est un jour heureux, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, c'est juste... Et en fait, plénitude totale. Ouais, et en fait, plénitude totale, ouais, vraiment. Le fait d'en être conscient et de le ressentir de manière
continue aussi et me dire qu'en fait non, il y a pire, il y a toujours pire. Il y a toujours pire et puis tout se solutionne. Ça me paraît tellement bête parce qu'en fait tu sais je pense des fois ça paraît tellement con ce que je raconte. Mais c'est aujourd'hui je me dis beaucoup de choses, il y a des fois je me dis mais ça n'impactera pas mon bonheur. C'est des choses vraiment même des fois mais c'est hyper précieux. Graves. Tu sais même pour le boulot et tout, j'ai eu une expérience un échange professionnel il n'y a pas très longtemps qui était très impactant pour moi. Et je leur ai fait comprendre que ça impacterait pas mon bonheur, quoi. Et qu'en fait, ils étaient très désarmés, en fait. Et je dis, mais en fait, non, mais en fait, ma vie, elle est belle, elle est bonne, avec ou sans vous, avec des jobs de fou ou non. Maintenant, je sais ce que j'aime dans la vie, et je sais pourquoi je veux vivre chaque jour de plus. Je vis plus chaque jour juste en laissant chaque jour venir. Je sais pourquoi je suis heureux d'accueillir chaque jour le matin, quoi. Et voilà, ça paraît le truc d'influenceur, le mec qui se réveille et tout, hein, ma morning routine et tout le reste, tu sais. mais voilà, c'est pour moi c'était un truc une épiphanie. Ouais, une épiphanie mais lente et calme, voilà, c'est voilà, je chéris beaucoup plus la vie et les petits moments maintenant que je peux avoir des fois avec des proches ou voilà. Tu as organisé, coordonné entre plusieurs stations la première Gay Pride du pôle Sud. C'est vrai ? Oui. C'est génial. Alors, donc du coup, c'est quand tu étais sur la base US en 2023 ? C'était celle du pôle Sud ? C'était celle vraiment le pôle Sud géographique. Alors, il y a toujours eu je dirais quand même sur les 10 dernières années, hein, c'est pas quand même, faut pas me donner le mérite de tout. Sur les 10 dernières années, il y a eu des actions timides et des choses qui sont passées sur le continent. Donc, par exemple, je crois que c'est en 2018 que Evan Townsend, qui est aujourd'hui un ami, qui est un Américain qui venait sur la station McMurdo, a décidé de faire une Pride, de lancer une marche, alors qu'il y avait déjà eu des petites choses qui s'étaient faites de manière un peu intimiste, un peu confinée, tu vois, dans des chambres où ils se réunissaient à plusieurs pour manger un gâteau, pour célébrer ou pour faire un peu la fête, tu vois. Sur l'honneur de la Pride et en fait des diversités de genre et d'amour en fait. Et en fait, lui a décidé en 2018 de faire quelque chose, de faire une marche, de faire une Pride, de faire un petit mouvement. Ça, c'était à McMurdo, donc c'était la première de l'Antarctique, du continent antarctique. Et en 2022, j'ai décidé en fait d'aller voir mon chef. L'équipe à Pôle Sud, les Américains avec qui j'y venais étaient magnifiques. En vrai, moi je peux critiquer leur bouffe, mais je ne peux pas critiquer mes collègues de boulot de la station Pôle Sud. Non, ils m'ont appris beaucoup sur la culture américaine. On aime bien un peu taper sur le dos des Américains en France. Surtout quand il s'agit de bouffe. Mais surtout qu'il s'agit de bouffe. Mais ça, je peux pas l'enlever. Mais non. Mais moi, j'ai des personnes merveilleuses qui m'ont entouré durant toute cette année au Pôle Sud géographique, sur la station américaine. Et donc, du coup, l'idée, c'était de célébrer le fait de pouvoir être. C'était la deuxième station où je pouvais être plus ou moins qui je voulais. C'est-à-dire qu'à Concordia, j'ai pu être qui je voulais, être moi, exprimer ma personnalité. Et donc, ça veut dire parler de ma vie, et donc parler aussi de mes amours passés, et de mes amis aussi, qui ont aussi leurs propres amours et tout ça. Et donc, de manière très normale et je veux dire, très classique, très bienveillante, à Concordia durant l'hiver polaire. Durant l'été, c'était un peu plus compliqué. C'était vraiment plus compliqué. Et pourquoi ? Parce que la station elle est franco-italienne et culturellement l'Italie n'a pas du tout cette vision-là. Donc en fait, je peux dire très clairement que tous les gens avec qui j'ai travaillé sur le continent antarctique et qui sont français sont des perles sur ce sujet, sont des gens très bien. Et alors peut-être que d'autres gens te diront le contraire, mais moi, les gens avec qui j'ai travaillé, qui sont français en Antarctique et ont toujours eu un full respect avec moi sur ces sujets-là, un confort et aussi une acceptance. On n'est plus du tout sur une tolérance, on est sur une acceptance. C'est pas je te tolère, c'est j'accepte qui tu es et je m'en fiche en fait. C'est bien, c'est ta vie en fait, tu es comme tu es. Et donc c'est très bien. Et les Italiens n'ont pas cette vision-là et la station elle est gérée, elle est franco-italienne. Et donc les Italiens ont encore des visions très sexistes qui sont très très ancrées.
de l'homophobie qui est même pas ancrée, qui est aussi déclarée. Et donc, du coup, ça a été très compliqué parce que l'été, c'est franco-italien. Et du coup, moi, durant mon hiver, par contre, toutes les personnes un peu toxiques étaient parties. Et en fait, il y avait une partie, il y avait des Italiens qui étaient là aussi, qui étaient très bienveillants. Et je peux pas dire qu'ils représentaient la majorité des gens italiens que j'ai rencontrés sur cette station, du coup. Et donc, donc j'ai pu durant l'hiver. Donc l'hiver, j'avais fait un gâteau de la Pride à Concordia, tu vois, j'avais fait. Et pour leur remercier, en fait, d'avoir été acceptant. Et du coup, à Pôle Sud, je me suis dit, on va level up. Et là, j'ai été voir mon chef et je lui dis, Eric, est-ce que je viens de voir, tu sais, j'ai toujours un peu des questions, je lui dis un peu la con, est-ce que tu serais d'accord que j'organise une Pride? Il m'a regardé, il me fait, mais c'est quoi cette question? Il me dit, mais t'as pas à me la poser, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux level up, mais eux, ils ont level up le game là. Ils ont mis la barre beaucoup plus haute, en fait. On est même pas de, tu fais bien de le demander, je vais demander à mes chefs, on va voir si ça passe à la direction. C'est, ah ouais, tu veux juste faire une représentation, quelque chose, une expression de l'amour. Et moi, je lui ai dit, mais il m'a dit, pourquoi tu veux le faire? Il me dit, je suis par curiosité. Il me dit, moi, j'ai envie de remercier la station d'être bienveillante. J'ai envie de remercier la station de pouvoir permettre aux 5-6 qu'on est sur la station d'être qui on est, comme on veut l'être, sans jugement et sans amalgame. Et voilà, donc moi je veux qu'on lève nos couleurs, j'ai demandé aux autres qu'on lève nos couleurs, tout en vous disant merci, et puis en organisant un petit goûter après, puis en vous montrant la culture de la communauté LGBTQIA+. Donc on diffusait des films, donc tout ce mois-là, tous les dimanches, il y avait un film LGBT qui était diffusé, donc des vieux films, des films récents, des films français, des films américains. Et on a organisé un goûter aussi, une marche jusqu'au pôle sud géographique. Et ça a été la première marche du pôle sud géographique. Voilà, c'était. Et moi, je suis très fier de l'avoir fait avec eux. J'aurais voulu le faire avec les Concordiens. Et je pense que c'était pas le cadre, c'était pas le moment. Il y a aussi des moments de maturité aussi pour moi, ou c'est des moments de légitimité que j'ai appris grâce aux Concordiens, justement. Les Concordiens m'ont appris beaucoup de choses. Et je pense que, comme on dit, les polices, c'est des gens du pôle sud, South Pole. Les polices m'ont appris d'autres choses et voilà, donc c'est grâce à eux. C'est pas une Pride que j'ai montée moi, c'est une Pride que j'ai pu monter grâce à des gens. Eh ben bravo, c'est génial. C'est génial. Du coup, donc là, tu nous parles de cette expérience avec l'Université du Wisconsin au South Pole géographique. T'es rentré quand, là, du coup, de cette dernière mission? Je suis rentré en novembre dernier, donc il y a un an. Ah, il y a pile un an, ok. Il y a pile un an. Donc je suis rentré. Acclimatage compliqué. Ouais. Ah ouais, violent pour celui-là, c'était très dur. C'était très très dur. Le retour à la vraie vie, entre guillemets. Ouais, le retour à la vraie vie. C'était une claque de malade cette fois. Que j'enchaînais quasi deux hivernages. Ah bah oui, 2020 et 2022. Ouais. Il y avait une pause en 2021, mais en vrai, j'avais fait 6 mois en France, 6 mois aux US, un peu plus, tu vois, même. Pour préparer la suite. Pour préparer la suite et tout. Et c'était donc du coup, dans la course à repartir, repréparer des affaires. Et ouais, c'était dur le retour. Parce que c'est enchaîné 2 hivernages et ça a un poids. Je pense que c'est un poids psychologique. Il y a eu aussi enchaîné 2 hivernages comme ça. C'est pas 2 hivernages à forte naturalité, c'est 2 hivernages à basse naturalité. Ouais. Et donc, c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Là, on est en train de marcher sur la banquise, par la tube, avec Karsten qui est derrière et Moreno qui est en face. Et la tube, c'est un endroit où a été implanté un cylindre qui est traversant la banquise, et tout en bas, il y a une salle d'observation qui nous permet d'observer ce qui se passe sous l'eau. Et donc, on peut y voir des phoques. Je pourrais faire un peu comme les vidéos YouTube, un peu putaclic, mais que va-t-on découvrir ? Je pars découvrir le seul tube du monde en Antarctique, sous la glace. Bon, en vrai, c'est trop cool de pouvoir faire ça parce que tout ça derrière, c'est que de la banquise. Je rentre dans le tube.
pour m'enfermer. Ça va être terrible. Voilà, c'est pas très large, hein, ça se voit. Mais c'est plutôt cool. The radio, you have the radio. You were not supposed to. If you die, it's gonna be embarrassing to explain why we don't have the radio. Waouh. Bon, ce qui fait vraiment flipper, c'est que le tube, il est tenu par un rail qui est posé sur la glace. Et si le rail tombe, et le tube tombe dans l'eau et donc s'engouffre dans le fond de l'océan, de l'Antarctique, et il se remplit d'eau. Je meurs noyé dans le tube. Ah, c'est chaud. Putain, c'est chaud, mais c'est trop bien, c'est excellent. Mais ça va pas arriver. Putain, je kifferais trop voir un phoque passer, quoi. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a... Sous moi, là, il y a des mètres et des mètres et des mètres et des mètres de profondeur d'eau, quoi. C'est impressionnant. Et alors là, du coup, tu vas repartir, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc tu nous le disais en introduction, tu vas partir au pôle Nord. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, le contexte, enfin bref, quand est-ce que ça va arriver? Raconte-moi tout. C'est top secret, j'en ai tellement pas parlé avant, mais je veux bien continuer. Mais Okay. personne qui est au courant autour de moi, genre personne, aucun membre de la famille est au courant. Si on sort ça en mois de juillet, ça va aller? Au mois de janvier, pardon, ça va aller? Oui, si. Mais ils comprendront, s'ils écoutent l'interview, ils comprendront ce pourquoi j'ai pris un peu de temps pour le dire. C'est très dur, cette fois, c'est très très dur. Là, j'enchaîne et je suis quelqu'un de très social. Je sais j'ai des copains qui partent souvent en hivernage qui sont moins sociaux dans la vie réelle, qui ont un petit cercle d'amis très réduit, très solide et tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'interactions sociales et que j'ai compris justement avec un peu cette fameuse épiphanie que c'était tout à l'heure là, que j'ai compris qu'il fallait nourrir et que c'était ça qui était important dans la vie aussi. Ces liens-là sont très importants, c'est à chérir. Et là, je repars, c'est la dernière fois, c'est une très belle occasion qui m'est proposée de repartir avec l'Institut Alfred Wegener, qui est en fait plus ou moins l'Institut polaire allemand. Et il travaille sur d'autres choses que le milieu polaire, il travaille sur les océans aussi, c'est un peu notre équivalent que l'Institut à Brest qu'on a. Et en fait, du coup, il me propose de partir, donc c'est acté, hein, j'ai répondu aujourd'hui à l'email des RH d'ailleurs. Ah ça y est, ça date d'aujourd'hui vraiment? C'est dingue. Ça date d'il y a une semaine, mais là aujourd'hui j'ai répondu à l'email des RH qui m'a été envoyé. D'accord. Et pour signer le contrat, voilà, donc je pense que le contrat va être envoyé après mais c'était un premier email. Mm-hmm. Et du coup, c'est partir plus d'1 an, on parle de 15 mois cette fois, en Arctique. C'est un contrat de travail de 2 ans, en gros. Et dans les 2 ans, au milieu, il y a 15 mois qui se passent en Arctique. Et donc, du coup, dans ces 15 mois en Arctique, c'est un peu différent. Donc, cette fois, il y a des avions toute l'année. On n'est pas du tout sur l'Antarctique où tu as 9 mois d'isolement. On parle toujours d'un hivernage, puisqu'en fait, l'hivernage, dans le texte, c'est le fait de passer un hiver dans un milieu polaire. Donc, techniquement, si on passe, on va dire, un hiver en Sibérie, on a hiverné en Sibérie. Si on passe, donc tout ce qui est passer les deux cercles polaires, Arctique ou Antarctique, si on y passe l'hiver, on hiverne, techniquement. Voilà, donc c'est tout simple comme ça. Donc là, la station, elle est un peu différente. Ça se passe au Svalbard, sur une petite partie du Svalbard qui s'appelle le Spitsberg. C'est une partie de l'archipel du Svalbard. Et à cet endroit-là, il y a une petite station de recherche. À peu près, si j'ai bien compris, c'est une centaine de personnes. Un peu moins d'une centaine de personnes. Oui, donc c'est pas mini non plus. c'est plutôt grand, moi je trouve. Ouais. Et en fait, du coup, c'est plusieurs bâtiments. Et les Français et les Allemands se sont alliés pour avoir leur station, leur bâtiment, en fait. Où c'est 3 personnes qui hivernent, 3 personnes qui passent l'hiver ensemble dans ce bâtiment, donc à vivre et à travailler. Et qui reçoivent des scientifiques de temps en temps, d'autres scientifiques, pour pouvoir, en fait, bosser sur d'autres questions, d'autres trucs, quoi. Donc l'équipe, elle est très simple. Elle est composée d'un chef de station,
d'un ingénieur de recherche en atmosphère et d'un logisticien. Et donc tu as un seul scientifique sur la station, c'est l'ingénieur de recherche en atmosphère, qui sera le poste que je vais avoir en fait. Donc l'idée c'est de travailler sur des questions de climat, de suivi du climat, suivi de l'atmosphère, d'un point de vue physique et chimique, si je me trompe pas. Et donc voilà. Donc on est vraiment sur les questions de ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir que le Svalbard, c'est l'un des endroits dans le monde qui subit des très gros changements climatiques. On est vraiment sur l'extrême nord, l'Arctique subit déjà depuis très longtemps des changements climatiques assez forts. Et donc voilà, donc on est vraiment dans le cœur du sujet, quoi. Je regarde où c'est sur la carte. Donc c'est au-dessus du Grand Nord canadien, si je ne me trompe pas. Et c'est au-dessus en latitude, aussi au-dessus de la Sibérie. Je dois pas bien l'écrire, parce que moi, il me le montre en Allemagne. Ah, non, c'est Svalbard. S-V-A-L-B-A-R-D. Ah oui, non, je l'ai pas bien écrit, effectivement. Ah, il est pas au-dessus du Grand Nord canadien, il est au-dessus de la Suède. Non, quand je veux dire en latitude. Enfin, aussi dans le sens, oui. En latitude, en fait, si tu veux. Ah, plus haut que le... Ouais. Ah, ouais. Tu montes plus haut que, je crois que c'est Nunavut, Ouais. tous ces trucs-là. Ouais. T'es sur le nord du Groenland et... Ouais. On est vraiment... donc on est de l'équivalent. On est plus, si tu t'imagines la station franco-italienne Concordia, donc qui est dans le centre du continent antarctique, tu t'imagines que si c'était l'opposé, on serait encore plus proche du pôle sud que la station franco-italienne. Ah waouh, ok, d'accord. Faut juste, c'est pour mesurer les... Ah, c'est dingue. C'est passionnant. Et du coup, c'est quoi les grandes différences Enfin, bien sûr, on est dans l'anticipation là, puisque tu n'y es pas encore allé. T'es déjà allé au pôle Nord ou... Non, jamais, justement. J'ai déjà passé le cercle arctique pour faire du chien de traîneau. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir il y a pas longtemps sur tes réseaux. J'étais invité par une marque pour faire 5 jours de chien de traîneau. Et non, j'ai jamais été au pôle Nord. Là, c'est l'un des plus nord que tu puisses faire, à part le Groenland. Ouais, ça va être une dinguerie quand même. Ça va être assez fou, ouais. C'est dingue. Et c'est quoi les différences du coup, là, par contre, t'as de la nature, enfin, en tout cas, t'as de la faune aussi. Enfin, t'as des animaux. Tu disais, t'as des ours. Ouais. Tu vois, là, je tape Svalbard sur Google, j'ai les ours blancs, les ours polaires. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, du coup, voilà, c'est comme tu dis, t'as une forte naturalité où tu te retrouves avec des ours polaires, tu te retrouves avec des baleines, ainsi de suite, et tout ça. Tu te retrouves avec des phoques, il y a toutes sortes d'oiseaux, des renards aussi, renards arctiques, si je me trompe pas. Ah ouais, d'accord. Et donc, t'as ça, t'as les aurores boréales, en plus. Petite anecdote, au pôle sud géographique, on ne voit quasi pas d'aurore australe. Ah ouais. Pour une raison scientifique, c'est un peu long à expliquer, mais c'est un très mauvais spot pour voir des aurores, alors qu'on se trouve juste... c'est contre-intuitif. Ouais, alors qu'on se trouve vraiment dans un endroit où techniquement ça devrait être le cas, mais non. C'est d'autres endroits en Antarctique où on voit bien des aurores. Là, ce qui va changer aussi, c'est... je suis pas censé pouvoir rentrer, mais admettons, je tombe dans une crevasse, on peut me rapatrier, quoi. On peut me ramener, ça prendra beaucoup de temps, ça sera compliqué, mais en fait, là, la question, elle sera même pas de est-ce qu'on le garde ou pas. On le rapatrie. On trouve un moyen de le rapatrier. C'est-à-dire que je prends un avion, quelques temps après, on démarche une équipe médicale. Mais c'est comparé à Concordia et pôle Sud, c'est totalement faisable. C'est pas du tout... Donc ça change beaucoup de choses. Et puis, il y a un service postal qui, pareil aussi, fonctionne toute l'année. Donc en fait, on est quand même sur un autre délire. Ouais. On est vraiment clair, sur complètement différent. Un délire arctique où tu reviens quand même pas pendant 15 mois. Faut quand même pas, faut pas non plus négliger ça. Il y a des gens qui disent c'est plutôt cool. Ouais, mais tu reviens pas pendant 15 mois. Ça reste quand même une aventure extrême. Ça reste une aventure extrême où ça reste un village de scientifiques, sans magasin, sans machin, sans tout ça, je crois qu'il y a quelques souvenirs qui peuvent s'acheter, mais on n'est pas du tout c'est une ville en Arctique avec tous ces compléments qu'il y a dans une ville, donc du cinéma, du machin, du petit bar, du truc et tout. On est quand même sur une petite communauté, un endroit où personne n'a le droit de venir à part les scientifiques et ceux invités par les scientifiques. Donc les permanents peuvent inviter des membres de famille par exemple ou des amis. Ah d'accord. Donc ce qui n'est pas le cas en Antarctique, puisqu'en plus les tarifs sont pas les mêmes, l'exclusivité d'y aller, c'est très compliqué d'aller en Antarctique. Donc les places sont monstrueusement chères, en Arctique c'est différent. Donc
Voilà, c'est des choses comme ça qui changent quand même, ouais. Trop bien. Et tu pars quand alors? C'est quoi tu pars à quelle échéance? Alors, tu veux Je sais que tout est top secret. tout est top secret là, actuellement. C'est un départ début janvier en Allemagne pour la formation, avec des allers-retours en France. Et apparemment, j'ai appris tout à l'heure déjà aussi en Arctique. Donc D'accord. l'idée me rend un peu fou. Je trouve ça trop bien. Au bout de 2 semaines de travail. Donc quand cet épisode va sortir, tu seras peut-être en Arctique déjà. Exactement, oui, si. Pour peut-être une semaine ou 2, mais et puis départ après en fin mars, début avril, pour 15 mois en Arctique. Incroyable. Ouais, non, Trop bien. ça va être génial. Ça va être vraiment. Ouais. On voit les petites étoiles dans les yeux. Ça va être fou. Trop bien. S'il y avait, je sais pas si c'est un petit conseil ou un petit, un petit, je sais pas, un dicton, un truc que t'aurais pu chuchoter à l'oreille du Céleste de 2013 ou 2012 qui allait partir, qui allait finalement découvrir cette vie qu'il soupçonnait pas. Tu lui dirais quoi? Est-ce qu'il y a un truc que t'aurais aimé entendre ou finalement de manière tu referais tout pareil? Je lui dirais fais des erreurs. Je pense fais des erreurs. Parce que je pense que c'est des conneries que j'ai vécues, qui viennent de moi ou pas de moi. Je pense que c'est des éléments de la vie négatifs et positifs, des risques que j'ai pris, des risques qu'on m'a fait prendre. Alors, je suis pas en train de dire sauter d'un pont. je dirais pas ça. On a bien compris. Je dirais pas ça au Célas d'avant, mais je dirais n'aie pas peur des erreurs, n'aie pas peur de prendre des risques. Je dirais pas vis tes rêves et cours après tes rêves, parce que ça apporterait, je pense, de la désillusion. Un gamin, je voulais faire boulanger, des fois je voulais faire astrophysicien, des fois je voulais faire jardinier. Et en fait, si j'avais couru après boulanger, peut-être que je me serais cassé les dents, et peut-être pas après jardinier. Et en fait, je pense que c'est juste, n'aie pas peur de faire des erreurs. C'est ça qui enrichit la vie. Je pense que quand on regarde sa vie, qu'on se dit qu'il y a eu des... Je connais des gens, ils s'attendaient pas du tout à avoir le métier qu'ils ont aujourd'hui. Et des gens, ils sont à l'aise dans leur métier. C'est-à-dire que c'était tout ce qui était écrit. Ils ont voulu faire de la biologie marine et avoir un doctorat en biologie marine depuis le début. Ils aimaient les dauphins quand ils étaient enfants. Et puis ils ont couru après ça. Et puis ils y sont. Et ils y sont très bien. On n'a pas tous les mêmes perspectives quand on est enfant. Je pense que le milieu d'où on vient est très très important. Quand on est élevé avec des livres... des sorties, tout ça, on obtient très vite des informations et des perspectives de vie qui sont possibles. On peut très vite choisir un métier de médecin ou alors de mécano de l'extrême sur une plateforme pétrolière ou je sais pas, sur des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on a vu des trucs, quoi. Et en fait, je pense que quand on n'a pas trop de choses qui sont offertes, de variétés qui sont offertes quand on est gamin, j'ai envie de dire essaye, pousse des portes. On va te dire quoi? T'auras poussé la mauvaise porte. On va pas te mettre en prison parce que t'auras poussé la mauvaise porte. On va peut-être rigoler de toi sur le moment. Toi, tu vas te dire bon. Et en fait, peut-être que même le gars va t'écouter parce qu'en fait, il va trouver ça tellement incongru. Je pense que je lui dirais fais des erreurs, apprends des choses qui ont l'air de servir à rien. Et fais. Et puis, essaie-toi. Et je pense que c'est vraiment ce que je dirais. Et puis, je lui dirais même pas ce qui se passerait après. S'il me demandait mais qu'est-ce qui va se passer, moi je peux rien te dire. Moi je peux rien te dire. Vraiment. Et un exemple, tu vois, on m'a toujours dit ça sert à rien d'apprendre le roumain. On m'a toujours dit ça sert à rien. Moi j'ai appris le roumain. Aujourd'hui j'ai un peu perdu, mais je le parle, j'ai des conversations en roumain sans problème. Et en fait, ça m'a apporté des rencontres fabuleuses en dehors de Roumanie, de gens très intéressants, très éduqués, des fois des gens qui sortent eux-mêmes du lot dans leur contexte de naissance, de tout ça, et qui du coup t'ouvrent une porte monstrueuse en disant putain, tu parles la langue de mon pays, d'un pays où tout le monde s'en désintéresse. J'ai rencontré des gens dans les terres australes antarctiques françaises qui parlaient des Roumains, très éduqués, des très hautes sphères, et qui étaient en touristes sur le bateau. J'ai rencontré aussi les marins qui étaient sur le Marion Dufresne. Il y avait une partie du bateau qui était l'équipage qui était il y avait un carré roumain, et du coup qui m'ont invité au carré à boire des coups avec eux, et j'étais étonné qu'il y a un Français qui parle roumain.
Et voilà, je pense que je dirais fais ça parce qu'en fait c'est ça qui t'enrichit la vie et puis le reste, n'aie pas peur de faire des erreurs. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait tu te feras chier sinon. Eh ben écoute, c'est bien, tu vis bien cette philosophie de vie et c'est très inspirant. Alors merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que y a, je sais pas, un dernier truc que t'aimerais partager, une question que je t'ai pas posée, un truc où tu dis ah mais attends, on en a pas parlé. J'allais te demander. On se retrouve, je mettrai ta chaîne YouTube dans la description de cet épisode. Si vous voulez voir des images, si vous voulez mettre en fait des images sur tout ce qu'on s'est raconté, c'est une petite pépite cette chaîne. Mais voilà, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux rajouter avant qu'on te dise au revoir. C'est le moment. Non, en vrai, je saurais pas quoi rajouter. Déjà, moi, je te remercie énormément pour moi, c'est un peu une passion de parler de ces lieux-là. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager un peu des moments de vie. Puis pareil aussi, tu vois, quand j'évoquais mes collègues de Concordia ou de Pôle Sud, et ou ces deux chers amis que j'ai gardés de Crozet, et puis même de Crozet, j'ai rencontré tellement de belles personnes aussi. Et en fait, je pense que c'est ça, de me dire, j'espère qu'un jour vous rencontrerez vous aussi des aussi belles personnes. Des gens comme ça. Ouais, des gens qui seront capables de vivre avec vous des moments très forts de la vie, de se laisser emporter par ces moments de vie. Et voilà, j'ai un peu... Des fois, je me dis, quand les gens me disent c'est manchot et ces glaciers doivent être impressionnants, moi je pense que c'est ces gens qui sont impressionnants. Il y a vraiment des gens qui sortent de nulle part, d'Alsace, de Marseille, que tu retrouves en Antarctique, ou du bled d'à côté de chez toi, et que tu savais même pas que c'était du bled d'à côté de chez toi. Et qui finalement t'apportent énormément. Et voilà, et donc moi ça me fait plaisir d'avoir eu la chance de pouvoir partager un peu de cette aventure qu'on vit un peu tous au bout du monde. Et merci, vraiment merci à toi. C'est vraiment... Donc je suis très content d'avoir eu tout ce temps pour en parler. Et moi aussi, merci infiniment. Je te souhaite une excellente continuation, puis on aura beaucoup de plaisir du coup à suivre tes aventures au pôle Nord. Bien, merci. Allez, salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Célas Marie-Sainte pour ce très chouette moment passé ensemble. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous et que cette conversation vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à nous le dire tout simplement en commentant, en mettant des petits pouces, des likes ou des étoiles sur nos posts sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute. Ça compte énormément pour nous soutenir. Soyons honnêtes, ça fait aussi très plaisir, mais ça concourt aussi, finalement, à rendre ce travail visible auprès du plus grand nombre. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, nous continuons cette saison 5. La semaine prochaine, nous allons parler d'amour à distance, en compagnie d'une jeune Française que vous avez peut-être déjà entendue, une certaine Lorraine. Écoutons un extrait. On a grandi, personnellement, dans ma génération, j'ai grandi avec Disney Channel, Hannah Montana, High School Musical, tous ces trucs américains, enfin voilà, Vampire Diaries, tous les trucs très très américains, Twilight, etc. Donc j'avais beaucoup d'attentes envers les États-Unis et j'en ai encore beaucoup. Dès que je voyage quelque part aux États-Unis, je suis comme une gamine encore. La première fois que je suis arrivée à New York, on était dans le bus pour aller à New York, de Newark à New York, et je voyais les buildings et j'ai pleuré. Ah ouais? C'était quoi l'émotion? Qu'est-ce que t'as ressenti? En mode, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça existe en vrai. Et ça y est, genre, je suis là. C'était un accomplissement d'IAD, quoi, finalement. Ouais. D'accord. Je l'ai fait. Et en fait, du coup, je me suis mise à pleurer. En attendant mardi prochain, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée et une très belle fin de semaine. De mon côté, il me tarde d'être à la semaine prochaine afin de vous présenter cette nouvelle histoire. À bientôt.